Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle émission sur Âme Dessine TV. Alors en introduction, Tamara, je voulais qu'on voit aussi avec notre audience et notre communauté leur faire une petite annonce. Et roulement de tambour, je te laisse la primeur. Écoutez, on va mettre en place une interaction avec vous, avec un serveur Discord, puisque beaucoup nous ont fait des retours comme quoi c'était toujours en différé. Effectivement, si vous saviez les problèmes techniques auxquels on a affaire à chaque fois, les synchronicités plus qu'étranges des fois auxquelles on se confronte, vous sauriez pourquoi on fait du différé principalement, pour vous proposer une qualité un petit peu plus au rendez-vous, j'ai envie de dire. Ce serveur Discord donc sera destiné à recevoir vos questions en amont pour chaque émission. Donc si jamais vous êtes intéressé par la thématique, par l'intervenant, vous pourrez poser vos questions à l'écrit et également participer aux enregistrements. Et ça, c'est la grande nouvelle, Tamara. Oui, ça fait un sacré changement sur le format. On visait justement un petit peu plus d'interactivité sur les échanges, puisque de nombreuses questions que vous pouvez poser post-enregistrement sont hyper intéressantes et ça nous donne l'occasion du coup d'être en vraie interactivité et de vous faire participer pendant nos enregistrements en relayant vos questions. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire sur le serveur Discord, venir nous rejoindre dès maintenant, c'est gratuit, ça prend 5 minutes et vous pourrez avoir accès justement à toutes les informations en amont et participer éventuellement à une sorte de standard via lequel on vous laissera la parole. Ça sera pour 2024 logiquement. Tout de suite, on passe à l'intervenante. On se passe l'intro, on se reprend juste après. La période des fêtes, c'est cette émergence de l'amour, du partage et de la famille. Mais également du froid, de la nuit et de la solitude. D'autant plus quand les énergies sont denses, lourdes, accompagnées d'égrégores de guerre et de peur du manque. Les vitrines dehors nous laissent parfois ce goût amer, faisant penser au consumérisme et à la marginalisation des plus pauvres, plutôt qu'à la magie de Noël. Les volcans se réveillent, les tempêtes solaires se multiplient et les conflits s'exacerbent. Anne Givaudan, autrice et actrice de lumière depuis plusieurs décennies, vient nous apporter ce baume au cœur tant convoité. Ce courage indispensable face au sentiment d'impuissance insufflé par les voix dominantes. C'est en plantant des graines de lumière qu'elle nous invite à traverser cette période intensément remuante. Installez-vous confortablement et préparez-vous à un échange pas comme les autres sur Âme Dessine, la plateforme des rendez-vous quantiques et holistiques. Elle a écrit et co-rédigé plus de 25 livres traduits dans de nombreux pays. Ses ouvrages ont été les pionniers dans la vulgarisation de concepts tels que le voyage astral, la sortie hors du corps et les mondes d'après-vie, qui étaient auparavant discutés mais seulement dans des cercles, on va dire ésotériques restreints. Elle se qualifie et se considère comme une thérapeute des âmes et des corps, ainsi qu'une reporter des mondes subtils. Elle navigue aisément entre plusieurs dimensions et aborde celles-ci avec une familiarité et une évidence qui les rendent accessibles à un public plus large, en étroite collaboration avec Antoine Ashram, un thérapeute essénien avec lequel elle a coécrit le livre Les Formes Pensées. Elle organise en parallèle des séminaires, des ateliers, des conférences pour notre plus grand plaisir. C'est avec un immense honneur et une grande joie que nous t'accueillons pour cette période de transition hivernale. Bonjour Anne, merci pour ta présence. Mais bonjour à tous les deux et merci. En tout cas, moi ça me fait plaisir d'être avec vous. Tamara, là, c'est une cargaison, que dis-je, tout un conteneur de chamallows cette émission. Oui, elle était très attendue et je crois vraiment pas être la seule à en avoir besoin d'entendre Anne, de respirer Anne, de se projeter autant qu'elle peut le faire dans cette lumière, dans cet espoir, dans cette persévérance aussi. Merci beaucoup à toi. Merci. Alors Anne, on va parler de la situation énergétique actuelle, de cette fameuse période de fin d'année dans laquelle on ressent plusieurs types d'émotions, des sensations inconfortables aux sentiments de renaissance. Alors bien entendu, ça varie d'une personne à l'autre, d'un moment à l'autre, mais on constatera tous globalement une certaine lourdeur actuellement et on est plus que curieux d'avoir ton ressenti sur la question. C'est vrai que il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer et qui sont en train de se préparer. Et on sait qu'il y a des lois qui sont votées et que c'est pas le moment de s'endormir. Que par exemple, on a décidé de voter des lois pour le CO2, c'est-à-dire de taxer les personnes.
Enfin, on pourrait citer toutes les lois absolument uniques et qui sont absolument désagréables. Mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est un peu le chant du cygne, et c'est ça que je trouve intéressant. Ça veut dire qu'ils sont en train, ces êtres-là, enfin les êtres donc que je qualifie du gouvernement mondial, mais bien au-dessus aussi, ce sont des êtres qui en fait se rendent compte que la population mondiale n'est pas aussi bête qu'ils le pensaient, qu'elle n'est pas aussi naïve, et qu'elle est en train de se réveiller. Alors, bon, on en discutait avec un ami, Jean-Michel Jacquemin, justement, qui a écrit un livre il n'y a pas longtemps. Bon, lui, il est journaliste d'investigation, donc il voit ce côté où, effectivement, il y a des lois qui sont en train d'être mises en route. Mais moi, je me dis, on a quand même toutes les possibilités pour s'en sortir. On nous fait croire des tas de choses, et on est en train de vouloir faire des lois pour, évidemment, diminuer les inutiles, cette population mondiale, bon, dont on ne veut pas. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai reçu quelque chose d'intéressant sur Internet, quoi. Donc, on m'a envoyé la planète Terre, et puis disons que le montage avait été fait en mettant la population debout, bout à bout, enfin, et ça faisait une espèce de rectangle qui faisait à peu près la taille de la ville de New York. Et tout le reste était libre. Donc, c'est un peu comme si, en fait, on nous raconte, vous êtes trop nombreux, vous avez des problèmes de CO2, mais c'est à cause de vous. Enfin, on est en train de nous culpabiliser un max. Et puis, alors que c'est complètement ridicule, les problèmes de CO2, avant les avions, il y en avait. On nous parle des changements climatiques, c'est ridicule. Les changements climatiques, il y en a toujours eu. Il y a eu des inversions des pôles, ils n'ont pas attendu qu'on soit là ou qu'on soit un certain nombre pour que ça puisse se faire. Et je me dis, bon, il faut qu'on arrête de s'angoisser pour des histoires du futur, c'est-à-dire qu'on soit un minimum au moins dans le moment présent. Et là, à ce moment-là, on va trouver nos solutions. Et des solutions, il y en a. Parce que derrière nous, il y a plein d'êtres qui sont prêts à nous aider. Alors, vous allez me dire, bon, ça fait un peu bisounours si je vous dis, il y a les êtres de la nature qui sont prêts à nous aider. Mais bien sûr, par exemple, on parle de famine. C'est ridicule. La famine, il y en a déjà. Il y a des pays, il y a des peuples qui souffrent de la famine. Mais nous, je veux dire, c'est absurde. Si on s'organise bien, il n'y a pas de famine. Et en même temps, si, en plus, on collabore avec ces êtres-là, moi, je peux vous dire, moi, bon, on le fait avec Antoine dans nos jardins et les amis autour de nous le font aussi, et les gens qui nous écoutent le font aussi. Ben, je veux dire, on a quand même, je ne sais pas si vous vous souvenez de Findorn, par exemple. Bon, et c'est sur des terres incultes. Quand on est allé les voir, ils ont des terres qui sont absolument incultivables. Mais ils ont réussi à faire pousser des choux en écoutant les conseils de ces êtres de la nature. Et il y a aussi un homme au Mexique, là, un paysan qui cultive et qui parle à ses plantes, et ces plantes sont magnifiques. Donc, je veux dire, si on collabore, on peut faire pousser tout, n'importe où. La famine est quelque part un petit peu organisée. Mais bien, complètement. Ils ont supprimé les restos du cœur, enfin ils ont amoindri les budgets des restos du cœur, ils étant pour parler pour les supprimer littéralement. Quand on voit le gaspillage qui s'effectue et qui s'opère au niveau des supermarchés, c'est artificiel. Tout est artificiel et on nous ment tout le temps. Donc on nous culpabilise, on nous ment, on nous dit « Ah, mais c'est à cause de vous qu'il y a du CO2, oui, pareil, oui. La Terre est en train de s'écrouler. » Alors c'est faux. Je veux dire, c'est entièrement faux. On crée des voitures électriques qui sont complètement stupides, qui font qu'il y a des gamins qui vont dans les mines. Enfin, je veux dire, c'est d'un ridicule. Mais en même temps, on est aidé. Je veux dire, si on veut bien commencer à se tourner d'une autre façon, c'est-à-dire à cesser de voir le monde juste en 3 dimensions, mais à s'apercevoir qu'on a un corps subtil, qu'on a des possibilités, qu'on est plein de capacités, qu'on peut voir des êtres... D'ailleurs, la Terre s'éthérisant, il y a de plus en plus de personnes qui commencent à avoir ces capacités-là, qui commencent à avoir des êtres sur les plans subtils. Ces êtres-là peuvent nous aider. Et je me souviens qu'en Afrique, par exemple, un jour, on était avec Antoine en train de monter des cases pour des tradipraticiens, enfin de les aider, et puis d'échanger. Et une nuit, bon, donc on fait un repas de fin de séjour, quoi. Et ils nous disent « Oh, mais laissez tout sur la table, c'était dehors. » Puis je me suis dit « Mais pourquoi est-ce qu'on ne range rien ?» Et puis, à un moment donné, je me suis réveillée dans la nuit parce que je me disais, mais c'est bizarre, je sens des présences. J'étais pas loin de la table, dans une pente. Le lendemain, je suis allée voir le chef. Alors, je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Mais il me dit, ah, mais il y a des êtres qui viennent
qui nous aident. Ils ne mangent pas la nourriture elle-même, physique, mais ils vont prendre toute la substance éthérique. Alors, quand je dis aux personnes dans leur jardin, écoutez, montrez à ces êtres-là que vous savez qu'ils sont là, qu'ils peuvent vous aider. Donnez-leur, alors ça fait rigoler, quoi, des cookies, du lait, des trucs comme ça. C'est sûr qu'après, le chat ou le chien vont manger les cookies ou le lait. Mais ceci dit, ces êtres-là vont prendre l'éthérique de la nourriture. Donc, il faut se placer sur un autre plan. Et à ce moment-là, on va communiquer. Donc, il y a plein de choses, quoi. Après, on parle du peuple animal. Il y a de plus en plus de communication avec le peuple animal. Ce peuple-là, il est prêt à nous aider si on arrêtait de les massacrer, si on arrêtait de faire des fêtes autour de manger un tas de machins, un tas de leurs êtres, en tout cas. Tu es végane, Anne ? Je suis végétarienne. Alors ici, on est sur une île parce que, on est allé faire des conférences et des stages. Et il y a beaucoup de poissons. Alors, c'est vrai que j'essaie d'en prendre le minimum, mais à un moment donné, quelquefois, ça m'arrive. En général, je suis végétarienne. Végane, non, parce que je mange des œufs. S'ils ne sont pas fécondés, je prends du miel. Si ce n'est pas des abeilles qui ont été, maltraitées, quoi, en fait. Mmh, d'accord. Donc, pour moi, il n'y a pas de raison, quoi. Si ce n'est pas de l'ultra-consommation, si ça n'a pas été fait au détriment de l'animal, ça va. Ces êtres-là nous disent, mais c'est pas la mort qu'on craint, parce que la mort, par exemple, un chat, il est en contact avec les plans de l'après-vie tout le temps, très souvent. Mais il dit, c'est la façon dont on y traite, c'est la façon dont on... Mais il dit, nous, on est prêts à vous aider. Les chats sont des intuitifs, ils peuvent aider à des guérisons. Moi, je me souviens que j'avais un chat, par exemple, mais il allait dans le jardin, quand j'étais pas bien, par exemple, il venait se coucher à l'endroit où ça allait pas trop, et il émanait un des parfums du thym ou du romarin ou de la menthe. Ça dépendait de ce qu'il fallait. Je trouvais ça très sympa. Et dernièrement, je racontais qu'on peut communiquer avec eux et ça peut être très chouette. Je disais à mon autre chat là, actuel, et puis j'ai aussi un chien, je dis j'en ai marre, je veux pas que tu m'amènes des animaux morts. Et dernièrement, on est rentré de voyage et puis là, il m'a ramené un oiseau vivant. Je me suis dit, j'ai essayé de mettre l'oiseau dehors. Je me suis dit, ça va être un carnage sinon. Et puis, j'ai pas pu, avec Antoine, pendant la nuit, on s'est dit, on va laisser la porte ouverte. S'il y a quelque chose, on va l'entendre. Le lendemain, il y avait la chienne, le chat, l'oiseau, tout le monde allait bien. C'est cocasse. Donc, on l'a mis dehors. Ouais. Et je me suis dit, c'est peut-être du hasard. J'ai mis l'oiseau dehors. 1 heure après, il me ramenait un autre oiseau vivant. Ah, j'ai dit, bon, ça va, t'as compris, c'est bon. Mais vous voyez, il y a des trucs sympas, quoi, et ça régénère. Mais oui, il y a des changements. Ils sont prêts à aider. Au niveau du règne animal, j'avais entendu cette anecdote là justement sur ton bulletin Ruban des Bois. Est-ce que c'est nous qui devenons plus sensibles justement à cette notion d'illusion? Allez, on s'autorise, on rêve grand, on rêve beau, on rêve en couleur, et du coup tout est possible. Et c'est comme si un petit peu ce règne animal était prédisposé depuis toujours, nous attend en fait, on n'attend que ça. Oui. Et que là de plus en plus il y a des êtres qui s'ouvrent à ce champ des possibles, parce que il me semble dans ce que tu nous dis, le cap à passer, il y a plein de choses à voir ensemble, hein, évidemment, mais le cap à passer, c'est peut-être de s'autoriser à y croire, de s'autoriser complètement. Ouvrir une autre porte. Ouvrir une autre porte, oui, on va y revenir aussi. Et justement, par exemple, j'avais un ami qui était guérisseur philippin qui est mort maintenant et qui me disait, mais moi, par exemple, traverser un corps, c'est rien, parce que quand on est petit et quand on est dans une famille de guérisseurs, ce qui se passe, c'est que on nous dit, non, le corps, c'est comme de l'eau, tu peux le traverser. Et dès qu'ils sont petits, ce qui fait qu'ils n'ont pas le mental qui bloque, et il dit, ça ne nous bloque pas, et on peut le faire physiquement. Et je me suis dit, mais c'est évidemment, c'est là, quoi. Nous, on a un mental qui a été structuré, mais non, ça n'existe pas, mais non, il n'y a pas de... je me dis, bon, je veux dire, moi, j'ai eu cette chance de pas peut-être avoir cette chose-là ou de pouvoir la dépasser. Mais en tout cas, je me dis, pour les personnes, c'est pas facile, quoi, non plus, de pouvoir aller au-delà. Alors, on a toute une batterie de questions pour toi, Anne, hein, c'est sûr. On va essayer de tout condenser en 2 heures, comme d'habitude. Mais j'aimerais d'abord réagir par rapport à ce que tu viens de dire en amont, en début d'émission. Bon, le malthusianisme, maintenant, on connaît. L'eugénisme également. On est tous au courant, peu ou prou, de cette histoire des Georgia Guinestones qui ont été explosés au rayon laser. Enfin bon... par le Saint-Esprit, on va dire. Et on ne sait pas quelle est la raison de l'explosion de ces fameuses pierres dans lesquelles était inscrit un message assez
clair, la population en dessous de 500 millions de personnes, donc abaisser le chiffre de cette population. Et dans le milieu spirituel, on retrouve pas mal de canalisations qui parlent aussi d'une grande épuration, d'une élévation des âmes, donc forcément d'une désincarnation massive d'énormément d'âmes. Et on a des corrélats qui s'effectuent quelquefois et qui, pour ma part, ont laissé une place à une certaine ambiguïté de me dire, mais est-ce qu'ils rejoignent les eugénistes? Quelle a été, toi, tes canalisations sur le sujet? C'est pas que j'ai pas vraiment de canalisation, mais quand je vais sur des plans subtils, à ce moment-là, j'ai des enseignements où on me montre des choses, où on me dit, on pourrait comparer ça à des canalisations peut-être. C'était sortie astrale, oui. Oui, dans les sorties astrales, quoi. Disons, je rencontre ces êtres physiquement. Et ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'il y a des personnes, par exemple, pour qui le changement planétaire étant trop difficile, vont préférer partir. Parce que pour eux, c'est comme une mort. Savoir que nous allons perdre tout le connu pour arriver dans l'inconnu, c'est pas forcément facile. Je veux dire, quand on sait qu'il y aura un changement total au niveau financier, au niveau santé, et qu'on ne sait pas à quoi s'attendre, moi, ce que m'ont dit les êtres, ils m'ont dit, mais il y aura autant de différences entre l'époque actuelle, et je le dis souvent, donc vous avez dû l'entendre peut-être, qu'entre l'époque actuelle et la préhistoire, et maintenant. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas imaginer comment ça va être. Et il y a des personnes pour lesquelles c'est trop difficile et qui préfèrent partir. Donc, il y a des personnes qui meurent, effectivement. Après, il y a beaucoup de personnes qui arrivent sur Terre parce que c'est une période qui est tellement extraordinaire qu'il y en a qui ont attendu, qui ont retardé leur incarnation pour venir maintenant. Il y en a d'autres qui l'ont précipité pour venir maintenant, sans compter qu'il y a des personnes, par exemple, qui ont vécu l'Atlantide, qui ont vécu la Lémurie. Ce sont des continents qui ont disparu parce qu'à un moment donné, il y a eu ces erreurs fatales de fin de civilisation et ils n'ont pas envie que ça se repasse de la même façon. Donc, ils sont là aussi pour contribuer à faire que ça ne se passe pas pareil. Donc, c'est extraordinaire. Et puis, il y a des êtres d'autres planètes qui sont là déjà depuis longtemps, d'autres qui viennent d'arriver. Alors, il y a de tout. Comme partout, c'est sûr, il n'y a pas que les bons, les mauvais, etc. Mais en fait, nous, on contribue à ce que la Terre soit comme elle est maintenant. Et je voulais parler d'une expérience, parce qu'il y a une expérience qui est sympathique. C'est celle de, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais des casques roses. C'était la guerre Liban-Israël. C'est l'ONU qui a autorisé à faire envoyer des espèces de troupes de personnes qui passaient dans les endroits de conflit les pires, mais avec l'idée que la guerre était finie, même si elle n'était pas finie physiquement, mais que la guerre était finie et ils ne s'occupaient pas de savoir qui était pour ou contre. Enfin bon, ils jugeaient personne, ce qui était déjà pas mal. Et ils passaient comme ça. Et ils se sont aperçus que dans les endroits où ils passaient, il y avait une grosse diminution des conflits, de l'agressivité, de tout ça. Alors évidemment, quand ça s'arrêtait, après ça reprenait. Quand l'expérience s'est arrêtée, ça a repris. Mais ça veut dire qu'on a cette capacité. Et que cette capacité, même si on n'est pas capable de la maintenir tout le temps, on peut la maintenir souvent. Et chacun à notre niveau, chacun là où on est. Et c'est ça, je veux dire, c'est magique quand même. On oublie qu'en nous, il y a vraiment une puissance extraordinaire. Alors, je le disais, on est aidé par les êtres de la nature, on est aidé par aussi des êtres d'autres planètes, on est aidé par la nature elle-même, par les arbres, par tout. Je veux dire, donc, on n'a pas à craindre quoi que ce soit, ni à nous culpabiliser parce qu'on est trop nombreux, parce qu'on a fait trop de CO2, parce que enfin, pour toutes les bêtises. Mais cette histoire de CO2 aussi, parce qu'on diabolise le carbone. Hein. Mais le carbone, c'est la vie. Bien sûr, bien sûr. Et puis, il y a eu des périodes où il y en a eu autant, où il y a eu autant de problèmes. Il n'y avait pas les voitures, il n'y avait pas les avions. Quand vous pensez que, par exemple, là, ils veulent faire... il y a des situations ridicules. Ils sont en train de se réunir. Je ne sais plus si c'est au Koweït ou à Dubaï. En tout cas, ils sont en train de se réunir. Ils viennent tous en jet privé. Pour se réunir sur le climat. Oui, c'est la COP28. Alors, et puis, ils ont mis en place une loi qui est hallucinante, les amis. Je crois que les pays du Nord vont devoir payer pour les pays du Sud et vice-versa, en fait, par rapport à tous les désagréments qu'il y a sur place. Mais on parle de désert au niveau du Moyen-Orient, par exemple. Il va falloir payer pour la climatisation au Qatar ou en Arabie Saoudite. J'espère que les gens se rendent compte qu'on se fiche de nous, quoi. Et qu'on est capable de retrouver notre pouvoir, notre puissance. Et je trouve que, je veux dire même, toute la population mondiale est intéressante et elle est capable
de trouver des solutions. Moi, je vois quand il y a quelque chose qui se passe, tout de suite, il y a des personnes qui arrivent à trouver des solutions pour le problème. Donc, on a cette capacité en nous. Alors, on n'a pas à craindre un futur hypothétique et des lois hypothétiques. Alors, évidemment, je suis partagée entre le fait de dire « Ah ben c'est bien, il faut que vous soyez dans le moment présent », c'est extrêmement important pour ne pas commencer à divaguer dans des histoires de futur ou de passé, regretter le passé, imaginer un futur improbable ou probable, mais on sera aidé, c'est sûr. Par contre, je veux dire, c'est sûr qu'on ne va pas attendre tout de l'extérieur, c'est à nous de nous réveiller. Et en même temps, il y a peut-être 2 ans quand même qui sont capitaux et dans lesquels notre situation risque de changer complètement. Il faut qu'on se réveille et à la fois qu'on soit dans l'instant présent. Donc c'est vraiment, on est sur une corde, on est comme des funambules sur une corde. Et à nous de bien nous équilibrer pour pouvoir jongler entre les deux. Oui, et puis tu donnais des pistes quand même très concrètes, notamment dans tes bulletins, justement allez, si on pouvait déjà se mettre dans le non-jugement. Donc, déjà d'effacer cette notion-là. Tu veux bien nous en envoyer un petit peu sur ce concept et à quel point c'est important, justement, de s'apaiser, de sortir de cette notion de dualité, de c'est bien, c'est pas bien, c'est eux les gentils, c'est eux les méchants, et de retrouver un petit peu un centre. Tout à fait. Surtout qu'actuellement, on ne peut pas savoir. Et il y a des êtres qui paraissent faire des choses contraires au départ et qui sont mandatés. Et ça, on me l'a montré. Et j'en parle dans le dernier ouvrage, là, sur Révélation galactique, des êtres que je vois, par exemple, au niveau politique aussi, qui sont mandatés pour faire certaines choses et qui paraissent quelquefois faire des choses contraires. Alors, je ne veux pas parler ni de politique ni de religion, peu importe, mais ça veut dire qu'il y a des gens quand même qui sont à des postes clés, visibles ou non, que ce soit officiel ou pas officiel, ça n'a pas d'importance, mais en tout cas qui jouent en notre faveur et qui sont en train d'aider la planète Terre. C'est pour ça qu'on ne peut pas se mêler de choses qu'on ne connaît pas. On va dire « Ah, un tel est méchant ». Et s'il y a des êtres qui sont nocifs, s'il y a des êtres même d'autres planètes qui viennent et qui sont nocifs, c'est quand même parce qu'on leur a laissé la porte ouverte. C'est parce qu'aussi on leur tend la main régulièrement. Et il faut bien se dire qu'à chaque fois qu'on a des tristesses, des colères, des réactions de violence, mais je veux dire, à chaque fois, on fait ce jeu-là. On fait le jeu de ces êtres-là. Et c'est ce qu'ils essaient. Il y a des êtres qui ne se nourrissent que de ça. Et qui, en fait, en se nourrissant de ça, ils vont nous mettre des programmes, que ce soit à la télé ou à l'ordinateur ou peu importe. Et actuellement, on ne peut pas en plus faire confiance à qui que ce soit à part à notre intuition si on arrive à la développer. Et c'est pour ça que j'incite tout le monde à développer notre intuition. On est capable de le faire et de communiquer avec d'autres êtres, d'autres règnes, parce que c'est ça qui va nous sauver à un moment donné. Parce qu'on ne peut pas donner sans arrêt, et ça c'est Guy Lanctot qui est une amie qui le dit souvent, on ne peut pas donner son pouvoir tout le temps à l'extérieur. Et elle a raison. Je veux dire, on l'a reçu récemment. On l'a reçu très récemment. Oui, ça vient vraiment en résonance. Alors, tu parlais aussi, parmi ces clés, j'utilise volontairement ce mot parce qu'on attend avec impatience ton prochain ouvrage qui sortira en janvier. Mais tu donnais aussi cette notion de force de l'esprit. Est-ce que c'est de ça dont tu es en train de nous parler, justement, de trouver ce juste milieu dans l'instant présent et de garder cette force de l'esprit, d'en avoir conscience peut-être un peu plus dans cette notion d'éveil? Qu'on soit conscient de notre lumière, et c'est ce dont on a le plus peur. C'est comme si, en fait, on n'a pas peur de nos ombres. On sait qu'on peut être mauvais, qu'on peut être désagréable, qu'on peut être incapable, mais on a peur disons, de la divinité qui est en nous, de la force qu'on a à l'intérieur de nous, des capacités qui sont en nous. Et on les a. Et c'est ça qui est magnifique, parce que, je veux dire, ces capacités, c'est très important de commencer à les mettre à notre service, au service de l'humanité, de l'humain, de la Terre, de tout ce qu'on veut. On est tous capables, je veux dire, de voir, d'entendre des choses. On fait tous des voyages astro, hors du corps, toutes les nuits. On ne s'en souvient pas. C'est normal, parce que, je veux dire, ça brouillerait les pistes, ça serait fatigant, ok. Mais ça veut dire que quand même, on le fait, qu'on n'est pas qu'un corps physique. Donc, avec tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, on est capable de pouvoir communiquer, de pouvoir nous fier à nous, de pouvoir nous fier à notre intuition, à un moment donné, de se dire, on nous raconte des conneries. C'est ce que je disais dans le dernier livre, parce qu'il y a un être qui me disait, d'un autre
plan et d'une autre planète qui disaient, mais est-ce que vous vous rendez compte que dans vos enseignements, on vous parle de l'histoire, on ne vous parle pas de l'Atlantide, on ne vous parle pas de la Lémurie, on ne vous parle pas des continents passés, on vous parle de la géographie, on ne vous parle pas de la Terre creuse. Depuis des millénaires, on vous raconte des bêtises. Il est temps de se réveiller et de se dire, bon, ok, et puis qu'est-ce que j'ai envie aussi qu'il se passe, en sachant que lorsqu'on est en train alors, je regardais un article où ils mesuraient les hertz d'un cœur qui marche normalement, et puis d'un cœur qui est en train de méditer, ou d'envoyer de l'amour. C'est extrêmement puissant. Et donc, on est capable, à distance, de faire des choses qui sont fabuleuses, et pas de rentrer en conflit. Par exemple, moi, ce qui m'a été aussi enseigné, c'est pas la peine de se mêler D'abord, laissons terminer ce vieux monde. C'est pas grave, on va pas essayer de sauver les petits morceaux d'un monde qui est en perdition. Il faut accepter, je veux dire, de perdre pour pouvoir avoir quelque chose de plus beau. Donc, de lâcher le bord de la piscine, c'est ça aussi. J'aurais bien aimé faire le lien avec ton dernier passage en Égypte, parce qu'il y a quelque chose qui ça m'a fait pop, comme une petite bulle là qui s'ouvre par rapport à ces constructions. Quand on utilise le mot temple, le fait que nous aussi, nous sommes temples, que ces pyramides sont reliées aux étoiles, que nous aussi sommes poussière d'étoiles, que l'idée c'est justement ça s'ouvre, ça se crée, ça s'ouvre, et que nous, finalement, en tant qu'acteurs, on a aussi cette même possibilité d'ouvrir nos portes à l'intérieur, et j'aurais bien aimé t'entendre justement sur cette expérience. En Égypte, alors cette fois-ci, j'ai trouvé ça encore plus puissant que les autres fois, parce qu'on a fait quelques voyages en Égypte, et avec le groupe et avec des groupes. Et cette fois-ci, j'ai trouvé, parce que déjà, bon, il y a 5 ans, ça faisait 5 ans qu'on n'était pas allé avec les histoires de Covid, enfin, etc. Et cette fois-ci, donc, on s'est aperçu que la guide qui nous accompagnait, c'est quelqu'un qui, en fait, avait compris ou avait entendu ce qu'on disait pendant le voyage. Et elle était en train de rectifier donc l'historique banal qu'on donne des pyramides, qu'on donne des temples, etc., pour en faire quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus sacré et beaucoup plus lointain. Quand on parle des pyramides, c'est imminent, c'est ridicule, quoi. Je veux dire, ça n'a pas de commune mesure. On fait ça parce qu'il y a des histoires de religion derrière et qu'il ne faut pas dépasser, par exemple, l'âge que du Coran. Et elle était en train de l'enseigner à une autre guide qui est venue aussi avec notre groupe. Ce qui veut dire que c'est en train de faire des guides qui vont être demandés pour des voyages initiatiques et qui vont ouvrir les portes du cœur aussi. Alors, ce qui fait que grâce à elle, on a pu aussi rentrer en contact avec un archéologue égyptien qui avait fait des découvertes et qui nous a mis en contact avec des statues qui vibraient encore très fort, que les temples, parce que bon, on a des entrées privées dans les voyages initiatiques, bon, c'est l'avantage de ça aussi, et que y a des temples, par exemple, qui se sont réveillés, on sentait leur énergie plus forte encore que d'habitude. Et on s'est aperçu aussi que, bon, par exemple, il y en a, on dit, pourquoi ils sont faits comme ça? Ils sont pas tout à fait droits. Mais parce que ils ont une direction qui les met en contact avec une étoile. Par exemple, avec Mars, avec Vénus. Donc, il y a des pyramides qui sont en contact avec les étoiles. Et tout ce qui est enfoui, par exemple, dans la pyramide de Khéops, ce sont quand même des savoirs qui datent de l'Atlantide et qui datent même de plus longtemps, qui sont des savoirs extrêmement puissants, qui pourraient aider la population mondiale et qui sont en train petit à petit de réémerger. Alors, je ne dis pas qu'on va les trouver aujourd'hui, mais parce que de toute façon, ça serait bloqué. Mais c'est en train de se faire. Et à un moment donné, rien ne pourra l'arrêter. La porte qui se situe au niveau de la patte du sphinx, qui mènerait directement à une salle physique des annales akashiques, tu as entendu parler de ça? Mais oui, parce que à l'époque des Esséniens, quand j'ai écrit 2 mémoires d'Esséniens, donc c'est une expérience qu'on a faite en tant qu'Esséniens à l'époque. Et on est allé donc dans les pattes du sphinx. Et à un moment donné, le maître qui nous accompagnait a pu faire en sorte qu'on modifie légèrement, comme quand on rentre dans un vaisseau spatial physiquement. Et on modifie légèrement l'état vibratoire de notre corps physique, et à ce moment-là, on peut pénétrer dans un autre endroit qui n'est pas complètement éthérique,
et qu'il n'est plus complètement physique. Et ça, c'est extraordinaire. Ouais. Donc c'est ça, c'est un entre-deux qui fait que cette modification nous permet d'aller là, et c'est en communication avec des salles souterraines et des couloirs souterrains de la pyramide de Khéops aussi. Ah, c'est passionnant. Et en communication avec les étoiles, évidemment. Parce que quand les pharaons étaient quand même un mélange d'humains et d'êtres des étoiles, et qu'on les considérait comme des demi-dieux parce qu'ils avaient un savoir, parce qu'ils avaient des connaissances, bon, je veux dire, il y a eu cette époque-là aussi. Donc c'est bien que maintenant on arrête, je veux dire, ces connaissances banales pour arriver vraiment à autre chose, sans rêver que, sans vouloir être ailleurs que sur Terre, parce que la planète Terre, elle est vraiment puissante et importante. Oui, et en parlant de cette puissance par rapport à notre ancrage sur Terre, le temps file et défile à toute vitesse. Les heures sont des minutes, les semaines sont des jours, les années se confondent avec les mois. À ce rythme-là, autant dire que 2024, c'est demain. Et ainsi de suite pour 2025 et la décennie en cours. Alors, est-ce que toi, tu as décelé cette accélération matricielle? La vis-tu personnellement? La constates-tu autour de toi? Et je la constate forcément, parce que ça fait partie des éléments qui font partie de l'éthérisation de la planète Terre. La planète Terre, avec ou sans nous, va s'éthériser et va passer à un autre niveau de conscience, va passer à un autre niveau. Elle va regagner, en fait, elle était considérée jusqu'à présent comme une fausse note dans le système solaire, parmi les planètes du système solaire. Mais pourquoi? Parce qu'elle a tellement d'amour qu'elle a attendu l'évolution de ses habitants qui ont mis un peu de temps, quoi. Et donc là, maintenant, elle est prête à regagner sa place parce qu'à un moment donné, elle ne peut plus attendre. Avec ou sans nous, elle va le faire avec nous quand même. Mais On espère. Ça, j'en suis pratiquement persuadée. Parce que j'ai vu un jour, on était dans les crop circles en Angleterre, on était en train de méditer et à un moment donné, j'ai vu un enseignant d'une autre planète qui montrait à des jeunes enfants les différentes planètes de l'Alliance, donc du système solaire, et la Terre en faisait partie. Donc c'était déjà, je me suis dit, bon, c'est que de ce côté-là, c'est bon. Et ça, c'est vrai qu'il faut y croire et en même temps se dire, ben oui, on est sorti de l'histoire, on en est sorti, mais maintenant, il faut retrouver le chemin pour pouvoir en sortir. Il y a quelque chose qui met un petit peu en confusion, parce qu'en même temps, j'entends le côté, de toute façon, ça y va, avec ou sans nous, ça y va. Et puis en même temps, il y a justement, tu vois, cette analogie de dire, eh oui, mais nous, on est aussi des petites antennes, plein de petites antennes, et plus nous, on va faire ce travail à l'intérieur, plus ça va pouvoir l'accompagner aussi, cette transition, cette mutation. Ce lien, moi, me fascine vraiment, c'est ce qu'on était en train d'évoquer aussi, cette alchimie intérieure, transformer ce plomb en or. Est-ce que c'est une vision un petit peu trop business de ma part ou est-ce que réellement cet humain est acteur? Arrête, est-ce que réellement cet humain est acteur? Est acteur de cette transformation ou est-ce qu'on a à se laisser guider puis ça va y aller tout seul? Non, on peut pas simplement penser que ça va y aller tout seul parce que depuis qu'on pense que ça va y aller tout seul, il y a des entités qui à ce moment-là en profitent largement. Donc il faut vraiment se réveiller et se dire, bon, maintenant, je suis acteur, je suis actrice, et on s'y met, quoi. Mais ça ne veut pas dire faire des grosses choses, quoi, je veux dire. On peut faire, on a toujours l'impression que si on n'a pas une grande mission, c'est qu'on s'est trompé de route, mais on ne s'est pas trompé de route. La grande mission, c'est déjà d'être incarné sur Terre. Rien que ça n'a pas besoin d'être justifié. On n'a pas besoin de justifier notre existence. Elle justifie à elle seule. Le fait d'être sur Terre justifie à elle seule le fait qu'on existe, enfin la qualité de notre existence. Ensuite, il faut mettre en route les capacités qui sont en nous. Il faut arrêter de penser qu'on n'est rien ou qu'on est tout, mais se dire, bon, maintenant, je vais faire... Il y a des personnes qui s'incarnent juste parce que leur joie, leur sourire, leur façon d'être au monde vont faire que les gens vont être bien autour d'elles. Et ça suffit. C'est leur rôle, quoi. C'est pas forcément perceptible, mais c'est là quand même. Ouais. Voilà. Par exemple, il y a un des grands êtres de Shambhala, qui est quand même donc un univers sur Terre, dans le désert de Cham, qui quand même, à un moment donné, n'a pas voulu laisser la Terre uniquement à des personnes qui étaient des conquérants, mais aussi donner des impulsions positives, spirituelles en même temps. Je veux dire, il y a un de ces êtres-là qui s'est incarné au Moyen-Orient à un moment donné en cordonnier.
Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'en plus il a la mémoire? On a dit non, il a sa mémoire s'est effacée peu à peu, mais son rayonnement reste. Et c'est son rayonnement qui fait le travail. Mmh. Vous voyez? Donc c'est comme si quand on dit, on peut rencontrer le maître dans le mendiant qui est au coin de la rue, ou dans le chien qui va réclamer je sais pas quoi, enfin un morceau de viande ou un truc comme ça. Tu disais également que les plus belles fleurs germaient sur les tas de fumier les plus... Fumier, exactement. Oui, elle est là, la grande mission, finalement. Je pensais bien aussi de le rappeler, disant, mais la grande mission, c'est d'être, pas tant de faire des exploits ou quoi que ce soit, mais d'être, et puis d'être dans le cœur, d'être dans l'amour, d'être dans la paix, ce que tu donnais tout à l'heure comme exemple, hein, de faire en sorte que juste notre présence va déjà semer, diffuser, envoyer l'invitation à de la paix. Ça, c'est quand même une sacrément grande mission, déjà. Ah oui, mais c'est énorme, mais en même temps, c'est faisable par tout le monde. C'est ça. Je veux dire, chacun, on peut le faire à notre niveau. Chacun, on peut le faire là où on est. Et on n'est pas obligé de se dire, ah, il faut que je dépense du temps, de l'énergie, etc. Non, il faut que ce soit vraiment comme un naturel, quoi. Et on donne plus notre pouvoir. Et quand on dit non, on dit non. Je dis, on peut pas donner notre pouvoir à l'inadmissible. Et on parlait tout à l'heure de non-jugement. Pour moi, c'est important, ce non-jugement, parce que, je veux dire, à partir du moment où on ne va pas juger, on va commencer à aimer. Et à partir du moment où on commence à aimer, à ce moment-là, la paix peut régner sur Terre. On ne peut pas demander la paix si on est en train toujours de comparer, de juger, de penser qu'il y en a un qui est bon, que l'autre est mauvais. On peut avoir des goûts. Et on fait faire souvent des exercices pendant nos voyages. Là, on ne l'a pas fait, mais quand on peut, déjà de passer une demi-journée sans juger. Mais je peux vous dire que c'est compliqué parce qu'on juge toujours. On s'aperçoit qu'on n'arrive pas à passer plusieurs heures sans porter de jugement. Très compliqué. Comme si on était formaté pour ça au départ, et ça paraît compliqué. Tu te disais de laisser faire un petit peu, de garder le rythme ambiant, mais on a les tempêtes solaires qui se multiplient, qui s'intensifient de plus en plus. Bon, quels sont les impacts sur notre scaphandre d'être humain, selon toi? Parce qu'on en prend plein la tête. Oui, tout à fait. Et il y a les tempêtes solaires. Alors déjà, sur la planète Terre, il va y avoir des volcans en éruption, il va y avoir des tsunamis. Il n'y a pas que dû aux tempêtes solaires, mais enfin, il y a ça quand même. Ça active les guerres aussi quand il y a des tempêtes solaires parce que ça joue sur nos organismes. On se sent plus fatigué, plus nerveux, plus agressif. Donc ça, il faut le savoir et accepter que bon, on peut avoir besoin de repos, qu'on peut avoir besoin d'une pause, qu'on n'est pas comme des machines et qu'on ne va pas être au top. Accepter nos incompétences, c'est important aussi. Parce qu'on veut toujours être au top en se disant, ah ben non, là, je suis nulle. Ben non. Je veux dire, on est comme on est. Et puis quelquefois, eh ben, effectivement, on ne réussit pas. Parce que climatiquement, astrologiquement ou au niveau des ondes, eh ben, il s'est passé des choses qui font que on n'est plus capable d'être cohérent ou d'être bien ou de se sentir au mieux. Et c'est vrai que ça fait partie aussi de l'éthérisation de la Terre. L'éthérisation de la Terre fait qu'on a des émotions plus fortes parce que nos corps se modifient. Alors, il y a des enfants qui naissent actuellement avec l'ADN qui est déjà modifié. Nous, notre ADN se modifie au fur et à mesure. Et comme il se modifie, ça touche jusqu'à notre corps physique, à toutes nos cellules. Et toutes ces cellules, je veux dire, ça bouleverse. Donc, on peut avoir des fatigues, on peut avoir une maladie qui ressort, on peut avoir des déprimes. Mais il faut se dire que c'est passager et que c'est pas ça qui va faire qu'on est perdu ou qu'on est nul ou qu'on n'est pas capable, quoi. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir un traducteur tout de même, parce que la plupart des êtres humains sur Terre actuellement, qui sont très ancrés, très 3D, ne verront pas de corrélation avec la situation actuelle énergétique et penseront que c'est individualisé à leur propre cas. Et là, ça devient compliqué. Mais on constate que c'est chez tout le monde pareil et on voit les égrégores actuels et on se dit, ouf, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls. Ça secoue. Ouais, ça secoue. Ouais. C'est vrai. Mais à un moment donné, c'est bien aussi d'accepter que l'autre n'évolue pas comme nous. Et puis que, ma foi, il est vraiment dans la matière, il croit pas au reste. Et puis que peut-être il y a des gens qui vont continuer à faire des expériences dans un monde en 3 dimensions pendant que d'autres feront des expériences dans un monde à 5 dimensions. Et est-ce que ça les émancipera pour autant des distorsions dont on parle, s'ils n'y croient pas? Non, ça va les fatiguer. Ça va pas forcément les aider. Il y aura un changement qui va se faire.
Mais parce qu'à un moment donné, quelquefois, c'est parce qu'on a, je dirais, un coup de pied occulte que quelquefois on se réveille. Oui. Quelquefois, c'est la mort de quelqu'un qui va faire, on va dire, ah ben non, on se réveille là. Mm. Ou alors parce qu'on a une maladie importante, on va commencer à se réveiller. On ne sait pas comment ça va se passer pour nous. Je veux dire, c'est qu'est-ce qui va réveiller la personne. C'est pour ça que je dis on ne peut pas juger parce qu'il y a des gens qui vont prendre des chemins plus longs. Par exemple, avec les histoires d'injections, etc., il y a beaucoup de familles qui ne voulaient pas de ça, mais dont les enfants l'ont fait. Parce qu'ils ont dit, ah ben nous, on veut sortir, nous, on veut aller on veut pas s'embêter avec les voyages, on veut pas ci, on veut pas ça, ce qui fait qu'il y avait des parents un peu traumatisés. Mais en même temps, ce qui m'a été dit, c'est que aussi ces enfants auront la possibilité de se régénérer aussi assez vite et de pouvoir prendre un autre train en cours de route. Donc on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas comment ça va se passer, mais à un moment donné, on est bien obligé d'arrêter de jouer les rôles qu'on veut jouer, le rôle du parent, le rôle de pour les petits bien sûr, mais à partir d'un certain moment, de se dire ben non. Et on l'a vu avec cette histoire de confinement, avec cette histoire de différentes enfin de différentes idées qu'on pouvait avoir sur les mêmes choses, enfin sur des choses qui arrivaient. Et là, on peut se dire ben effectivement c'est comme ça. Et c'est pas parce qu'on fait partie d'une famille qu'on a des obligations ou qu'on a des rôles à jouer. À un moment donné, on peut sortir du rôle, parents, frères ou sœurs, ou autres, ou amis, ou ce qu'on veut, et puis reprendre notre pouvoir et se dire, bon, ok, il y a un individu face à moi, je l'aime comme il est, ou pas, enfin, peu importe, et puis voilà. Mais je ne m'immisce pas dans son histoire. J'aimerais revenir un petit peu parce qu'on est passé rapidement là-dessus. Ça faisait partie des questions que j'avais à te poser. Est-ce que pour toi, on est face à une mutation génétique de l'humain? Et avec justement ces enfants qui arrivent avec déjà un patrimoine génétique différent, est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Au niveau de l'humanité, hein, j'entends par rapport aussi à cette évolution planétaire, on voit bien qu'ils arrivent, ils sont calibrés différemment, ces petits. Voilà, ils sont calibrés différemment. Ils vont résister à la fin d'une civilisation. Ils vont résister au début à la construction. Ils sont là aussi pour construire une nouvelle civilisation. En même temps, ils souffrent de cet entre-deux qui n'est pas confortable pour eux, c'est sûr. Je vois dans certaines écoles, bon, c'est compliqué pour des êtres comme ça de devoir suivre des normes dans lesquelles ils ne croient plus. Mais en même temps, ils ont besoin aussi de cadres. Alors, ils ont besoin... C'est compliqué parce qu'ils ont besoin à la fois d'un cadre et en même temps, ils ont besoin sur un plan intérieur de pouvoir avoir toutes les ouvertures possibles. Parce qu'ils savent, même s'ils n'en ont pas conscience, ils savent parfaitement leur âme, c'est parfaitement pourquoi ils sont venus. Est-ce que c'est pour détruire l'ancien monde ou pour contribuer à cette destruction ou construire ou faire les deux Je veux dire, et il y a des êtres qui vont les y aider, évidemment. Ensuite, on va passer au fait de passer dans une autre dimension. Et passer dans une autre dimension, c'est un peu comme moi quand je fais un voyage astral. Je suis dans la 4e, on n'en parle pas parce qu'elle est obligatoire, c'est le cœur. Si on ne passe pas par celle-là, on ne peut pas passer dans la 5e. Donc, et quand on arrive dans la 5e dimension, c'est comme un voyage astral, c'est-à-dire l'espace, le temps n'ont plus du tout les mêmes paramètres, enfin les mêmes mesures, quoi. Et c'est là où on voit qu'on change de dimension. Et je trouve impressionnant, justement, si on regarde sur le format générationnel, là, on n'a jamais eu autant en conscience la notion de transgénérationnel, ou certains vont l'appeler aussi de karmique. Et c'est comme si on arrivait à un point de saturation, de non-rupture, avec justement ces nouvelles générations, un petit peu comme des pages blanches. C'est comme s'ils étaient un petit peu épargnés par tout ce karma. Ça nous amène encore sur cette piste de, bon, bah là, on est à la fin d'un cycle, on est à la fin d'une boucle. Beaucoup de consultants, on peut recevoir des personnes qui ont quand même la mule bien chargée en termes de transgénérationnel, des êtres aussi avec des fréquences très particulières qui viennent nettoyer. C'est en ça aussi la question sur la mutation génétique. Il se passe quelque chose, là, ça se voit. Que ce soit sur des générations avec ces âmes qui viennent un peu moutons noirs dans les familles, mais qui se sont chargés la mule de tout un transgénérationnel à essayer de nettoyer durant cette période-là. Quand on voit les petits nouveaux qui arrivent, qui sont comme des pages blanches et qui sont déjà super calibrés, c'est fascinant. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de cette humanité qui est... Et les petits nouveaux en question, là, cette nouvelle génération, est-ce qu'elle est immunisée? Parce que c'est ce que j'ai cru comprendre. Davantage immunisée par rapport... J'ai entendu dire aussi par rapport aux radiations. Oui, et ils ont un calibrage différent.
Donc effectivement, ils vont réagir différemment, ils vont agir différemment, réagir différemment. Donc ça, c'est certain. Par contre, j'étais en train de repenser à cette question. À un moment donné, dans cette période, quand on s'incarne dans cette période, c'est vraiment pour en finir avec toutes nos vieilles histoires. Donc, on peut avoir l'impression que c'est lourd, chargé, tout ce qu'on veut, parce que d'incarnation en incarnation, on n'a pas toujours fini nos histoires. Donc, on a laissé des vieilles histoires d'incarnation en incarnation, et à un moment donné, il faut finir par les régler. Donc, tous les vieux contentieux qu'on a laissés de côté parce qu'on n'avait pas le courage, ou parce que c'était pas le moment, ou pour des raisons X, peu importe, on va les retrouver maintenant, parce que c'est cette incarnation qui va nous permettre de passer à autre chose, c'est-à-dire d'en finir avec nos histoires personnelles, de tourner en rond autour de nous, avec nos histoires personnelles, de régler toutes ces histoires karmiques, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de karma, mais ça veut dire que nos histoires personnelles doivent être réglées pour qu'on puisse passer à un autre niveau. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui se disent là, je trouve que cette vie, elle est compliquée, ou j'en ai trop. Mais on n'en a jamais trop pris, ou c'est rare. Est-ce que c'est en lien aussi avec la notion de switcher du travail individuel à du collectif? C'est-à-dire qu'est-ce que ces âmes-là qui sont venues s'incarner dans cette période si particulière viennent non seulement épurer ou nettoyer leur carnet de notes, on va dire comme ça, ou une lignée. Est-ce qu'il y a aussi ce lien avec justement cette transition au niveau du collectif, c'est-à-dire en finir de façon collective et pas que individuelle avec certains schémas? Je pense notamment à la sexualité, pour pas te le cacher. Bon, c'est peut-être juste mon prisme de lecture, mais parmi les consultants, j'observe beaucoup de personnes qui, en conscience, viennent aussi œuvrer, alors à travers des histoires personnelles, mais on sent qu'il y a quelque chose de collectif, tu vois, on met fin à certains schémas à travers de l'individuel, mais qui va permettre aussi de nettoyer sur le plan collectif. C'est-à-dire ceux qui arrivent sont plus obligés de repasser par ces schémas-là, ou par ces épreuves-là, ou par ces leçons-là, parce que ça y est, c'est induit. Tu vois, comme des petits qui arrivent maintenant, ils savent l'informatique. C'est cette intelligence collective qui a passé un cap. Mais le lien avec la sexualité, Tamara? Et ben justement, oui, c'était, je précisais à guise d'exemple, tu vois, pour t'illustrer la notion de tiens, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se joue de passer du collectif à une intelligence collective, à des acquis collectifs pour cette humanité. Et en exemple, je te citais notamment, moi, ce que je peux voir en consultation, c'est sur le sujet de la sexualité, où j'ai jamais été aussi rempli en consultation de personnes qui travaillent individuellement avec en même temps cette notion de nettoyage collectif. Alors, nettoyage collectif, par exemple, il y a des karmas de peuple, il y a des karmas de religion, il y a des karmas de groupe aussi qui ont besoin d'être nettoyés. Par exemple, il y a eu des personnes qui ont vécu en Lémurie. La Lémurie était très sensuelle et a fini par des exagérations comme en fin de civilisation. Donc ces êtres-là reviennent aussi alors je ne sais pas si c'est là que tu veux dire, mais tu vois, pour nettoyer aussi une histoire qui était de leur civilisation. Les Atlantes, eux, c'était l'histoire du pouvoir, l'histoire du cristal. Il y avait quand même des tribus ensuite. C'était formé par tribus qui sont ensuite partis à différents endroits, dont l'Égypte, et où ils ont pu construire les pyramides à la fin de l'Atlantide, avec l'aide des êtres des étoiles, notamment de la planète Vénus, par exemple. Mais c'est vrai que ces personnes-là sont venues régler des histoires non seulement personnelles, mais en plus des histoires collectives de leur civilisation, de leur peuple. Il y en a qui ont des histoires religieuses aussi. Et tout ce qu'on peut voir maintenant, c'est quelquefois des incompréhensions justement de ce pourquoi ils sont revenus, avec cette impression qu'ils sont perdus dans tout ce qui se passe maintenant. Mais à nouveau, on arrive à des exagérations et à des incompréhensions, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau économique, mais que ce soit au niveau de la sexualité, par exemple, où on essaie de perdre les gens pour pouvoir mieux les contrôler. Et là, c'est grave. On nous repousse à la débauche un petit peu, oui, à chaque fois. On pousse on pousse les personnes. Je veux dire, on parle des enfants, mais je regardais justement l'interview d'un mannequin homme, mais qui était très efféminé, et qui disait, mais c'est honteux ce qui se passe, quoi. Parce qu'il dit, on est en train de pousser les enfants à être complètement, non seulement pervertis, troublés, en tout cas, à ne plus savoir quoi faire. La fois dernière, justement, dans notre entourage,
il y a une petite fille de 6 ans qui arrive et qui dit « Ah ben non, alors, moi, je veux pas être un garçon. » Je dis « Mais qu'est-ce que ça a à voir, quoi ?» Tu vois, alors, bon, on peut dire qu'est-ce qu'elle est venue régler, mais enfin, tu vois, il y a ça aussi, quoi. Il va falloir qu'il soit vraiment bien clair ou que l'entourage soit bien clair pour qu'il puisse traverser l'histoire. Et ça, c'est important aussi. Parce que les fins de civilisation, par exemple, les Lémuriennes, c'était vraiment l'exacerbation de tous les sens. Et quand il y avait cette exacerbation, eh ben, voilà, ça devenait n'importe quoi en même temps. Hein. Je veux dire, alors qu'au départ, ils avaient une grande sensualité et c'était un peuple, enfin une civilisation d'artistes, d'êtres qui pouvaient traverser leurs peintures, qui pouvaient rendre les peintures vivantes, qui pouvaient aimer l'art et le sexe, parce que je veux dire, ça en fait partie, mais d'une autre façon. Mais en parlant de ça, tu parlais de l'évolution des programmes scolaires éventuellement, parce que bon, tous ces enfants arc-en-ciel, tous ces enfants indigo qui arrivent sont confrontés à de nouveaux programmes où on leur apprend davantage à faire une fellation qu'autre chose, où on caviarde énormément de faits historiques qui sont y compris contemporains, j'entends pas si anciens que ça. À quand de nouveaux programmes? Alors là, c'est une prédiction, je sais que, bon, c'est pas on va dire un ressenti de ta part. Quand un nouveau programme avec où on enseigne les précivilisations, par exemple? Ça commence. Je veux dire, il y a déjà des personnes qui commencent à mettre des écoles parallèles où il y a le programme normal, mais où en même temps, ils enseignent autre chose. On en connaît, enfin, petit à petit, quoi. Steiner. Il y a eu les écoles, il y a eu Steiner, voilà. Effectivement, il y a Montessori, et puis il y en a d'autres. Il y a beaucoup de polémiques aussi sur sa nouvelle école. De la forêt. Alors voilà, forcément, il y aura toujours des polémiques parce que ça peut pas être parfait. Parce que forcément, c'est expérimental. Mais au moins, ils essaient de faire autre chose et de pas introduire ce genre de choses comme il y a dans une école normale. Alors, est-ce que c'est mieux ou pas? En tout cas, ça permet aux enfants de s'épanouir différemment. Et en voyant les enfants qui sortent de là, je trouve qu'il y en a quand même, ça me paraît quand même plus, en tout cas plus épanouissant pour eux que ce qui s'est passé jusqu'à présent. De toute façon, l'école, c'est complètement inutile. Alors, je suis désolée pour les profs. Moi, je l'ai été aussi à un moment donné pour payer mes études, mais c'est vrai que un enfant, il a plein d'imagination, il a plein de trucs, tout ce qu'on veut. Il a des idées, il se souvient quelquefois de ses vies antérieures, il peut en parler, tout ça. Il rentre dans l'école et il ressort formaté. Ouais. Donc, est-ce que c'est ça qu'on veut? Je veux dire, c'est fini ces histoires-là. Il faut que ou les enseignants ou les parents, à un moment donné, se disent bon ben ok, il y a un programme, mais en même temps, il y a l'à côté. Bon, moi j'étais en lettres, alors je faisais ce que je voulais. Ça, c'était le gros avantage. Mais c'est vrai que quand on a un programme de maths, peut-être c'est pas pareil. Mais c'est important, quoi, de leur donner autre chose, quoi. De leur donner une autre nourriture, de leur proposer autre chose, quoi. Et c'est vrai, comme tu dis, ça existe. Moi, je pense notamment aux pays nordiques, Finlande, Suède. Mais oui, c'est déjà intégré dans le programme scolaire classique. La bienveillance, l'empathie, quand on voit les images, ça vend du rêve pour nous Français. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec la France? Et j'aimerais qu'on le regarde aussi à travers les courants telluriques. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Qu'est-ce qui fait que cet endroit de la planète... On peut le dire. que cet endroit de la planète est aussi limité dans ce mouvement, alors qu'on voit qu'ailleurs, ça se développe et ça s'ouvre. Mais oui, alors, c'est pas partout, mais effectivement, en France, c'est spécial parce que le jour où la France va s'en sortir, ça va aider toute l'Europe à s'en sortir. Elle est comme un leader, quoi. C'est un creuset alchimique. Donc, il y a toute cette noirceur qui fait qu'à un moment donné, on va passer de l'état noir au rouge, au blanc, et on va arriver à sortir de l'histoire. Mais ça prend plus de temps. Et c'est ça, chaque pays a sa couleur. Et c'est vrai que la France a une couleur, disons, qui est un peu le leader pour l'Europe au niveau... Je sais pas, au niveau de l'agenda mondialiste. Mais dans les deux sens. Dans les deux sens, mondialiste et aussi énergétique, ouais. Ben oui, c'est ça, et c'est pour ça que ça prend du temps pour l'instant. Mais le jour où la France se réveille, c'est un peu comme quand des Américains se réveillent, à ce moment-là, ça fait masse. Mais quand la France se réveille, le reste va suivre, va avoir le courage de suivre. Alors c'est vrai que les Italiens agissent bien aussi, ils sont les Espagnols, enfin il y a plein de pays. Mais en même temps, c'est comme s'ils étaient bloqués en attente de pourquoi la France ne fait rien, quoi. Historiquement, on regardera que la France, ça a souvent été un précurseur. Ouais.
Et elle est basée quand même sur sa forme aussi, au niveau géométrique. Ah, tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Elle est quand même sur le pentagramme et je veux dire, elle est reliée justement au rôle de leader dans son action, en fait. Mais un peu endormie quand même. Ah oui, oui, endormie, apparemment endormie. Je crois que c'est un peu comme les fleurs, tu sais, c'est comme les semences. On les voit pas en hiver et puis tout d'un coup, pouf, tout le monde pousse. Toute la nature pousse. Ça va être un peu comme ça, c'est-à-dire que tout d'un coup, on a l'impression qu'il se passe rien, mais le jour où il se réveille, c'est pour ça que il y a quand même beaucoup de philosophes en France. Il y a beaucoup de personnes qui pensent, il y a beaucoup de penseurs, mais il y a aussi beaucoup d'actions. Alors il y a les révolutions. Alors, c'est vrai que moi, je suis pas pour les révolutions, pour les trucs de groupe, parce que je sais que ça sert à rien, quoi. Le gouvernement mondial a l'habitude de ça. Il sait comment les contrôler, il sait comment faire. Il s'en fiche complètement. Donc, on peut se battre, on peut crier, on peut faire ce qu'on veut. Ça nous demande beaucoup d'énergie. Peut-être que ça nous aide aussi, ça aide des personnes à se dire qu'elles sont actives. Mais ça ne sert pas à grand-chose. Oui, il n'y a pas eu énormément d'impact. Et en même temps, on parle d'endormissement, mais il y a une sorte de gaz soporifique médiatique qui vient encombrer nos narines, si je puis dire. Le sentiment d'impuissance, il a été instauré, inculqué, entretenu et très largement cultivé par ces entités nichées tout en haut de leur pyramide. En réponse à ça, toi, tu t'es impliqué spirituellement, mais pas que, également socialement, et notamment à travers cette série de vidéos liées à la conscience collective et au bien-être planétaire. Cette série, tu l'as nommée Les Robins des Bois. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu davantage? Les Robins des Bois, c'est venu quand il y avait le confinement, quoi, parce que je me suis dit, mais alors, qu'est-ce que vont faire les lecteurs, tout ça? On s'est dit, tiens, je me suis dit, je vais commencer comme ça. Et puis après, il y a eu toutes ces personnes qui, en fait, ne me connaissaient pas, mais ne lisaient pas, ne connaissaient pas la maison d'édition, ne m'avaient jamais entendu, mais quelquefois dans la rue, je passais et je disais, ah, je suis Robin des Bois. Je me suis dit, c'est chouette ça, tiens. C'est marrant parce que c'était drôle quand même. Alors, après, j'ai continué parce que je me suis dit, ça répond à quelque chose, quoi. Ça répond à une demande, mais en fait, c'est comme si les êtres qui me guident aussi m'avaient soufflé de faire ça en disant, tu vas voir, ça a l'air de rien, mais tout compte fait, ça aide des gens qui sont tous des Robins des Bois parce qu'on est tous là. Ok, on nous empêche de faire ça, on s'en fiche, on va trouver une solution. On n'est pas d'accord, là, le gouvernement ou les gouvernements vont faire ci, vont faire ça, on va tous trouver des solutions. Et je rencontre plein de monde dans les différents pays qui me disent « Ah, mais nous, on fait ci, nous, on fait ça, on fait des cinémas parallèles, on fait des trucs... Puis c'est sympa. » Je me dis, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui peut-être ont l'air endormis parce qu'ils n'agissent pas physiquement, enfin, publiquement, mais qui en fait agissent dans leur groupement. Et le jour où ces groupements-là se réunissent pour faire une action, ça va être formidable. Tu réponds en partie à la question qui suivait. Donc, a-t-on le pouvoir individuel de changer le cours de l'histoire à l'échelle collective? Ah, complètement. Pour moi, il faut quand même se réunir en réseau. Moi, je dis, ne restez pas seul, parce que c'est vrai que quand on est seul, à un moment donné, on perd le fil. Mais il y a des actions qu'on peut faire seul, ne serait-ce que la façon dont on pense, la façon dont on rayonne. On peut le faire seul, mais à un moment donné, il faut quand même qu'on soit relié à d'autres. Et je dis, installez-vous dans des endroits où il y a des personnes avec qui vous pouvez communiquer, où il y a des personnes avec qui vous vous sentez bien. Peu importe l'endroit, mais au moins, ça va aider. Et effectivement, les gens qui se sont regroupés ont pris une force, je veux dire, et un tonus. Puis ils viennent et puis ils me racontent ce qu'ils font. Enfin, je veux dire, comment ils font de la permaculture, ou comment ils ont communiqué avec les êtres de la nature, ou comment ensemble ils font des repas partagés un peu partout. Voilà. Ce qui fait qu'il y a une vie parallèle qui est en train de se faire et que n'imagine pas, mais que connaît quand même les êtres qui veulent nous soumettre. Et là, ils savent plus quoi faire parce que là, ils sont impuissants. Ils sont puissants devant les révolutions. Ils sont impuissants devant la collaboration. Ils sont impuissants devant l'amour qu'on peut avoir, devant la tendresse, devant le fait de les ignorer et puis de continuer notre vie et puis de pas désespérer. Et au contraire, de rire, d'être joyeux, de faire naître de la joie là où on est. Et là, on est puissant. Tu crois en une certaine réémergence de mouvements hippies, éventuellement, de base autonome durable? Je ne sais même pas si le mouvement hippie n'avait pas été contrôlé au départ. Mais en définitive, il a quand même
voilà, je veux dire, c'est comme quand on dit on fait la guerre, le mouvement contre la guerre au Vietnam, quoi. Alors je me dis, il faut pas être contre, il faut se dire qu'est-ce qu'on veut vraiment. On s'en fiche de ce contre quoi on est. Qu'est-ce qu'on veut? Et puis on va construire ce qu'on veut vraiment voir. Comment on a envie de vivre? Comment on a envie que la Terre soit? Comment on a envie d'être les uns avec les autres? Et ça, c'est important. Et donc, c'est ça qu'il faut voir. Parce que dès qu'on est contre quelque chose ou qu'on dit oh, on va lutter contre telle chose, on la renforce. On renforce ce qu'on ne veut pas voir. Et ça, c'est une loi, je veux dire, qui est générale, qui est cosmique, et qui fait qu'il y a des gens qui se perdent parce qu'ils veulent lutter contre. Alors qu'ils devraient agir pour. Quand ils agissent pour ce qu'ils veulent, et à ce moment-là, les choses vont se faire automatiquement. Et ça va être super. Et par rapport à cette idée communautaire aussi, on en parlait avec Tamara quand j'étais sur Montpellier il y a quelques semaines de ça. J'ai eu énormément d'expérience dans ce genre de milieu. J'ai pu expérimenter et voir comment tout à chacun évoluait sur quelques semaines par exemple. Et j'ai vu des distorsions, des guerres d'ego, des divisions, tout ce qu'il y a de plus humaine à la fin. Et je me suis dit, mais en fait, il y a une partie du boulot qui n'a pas été faite. Et cette partie, elle est individuelle, ce qu'on appelle vulgairement le travail sur soi. On ne peut pas faire l'économie de se dire, bon, ben, est-ce qu'il y a des choses en moi? Parce que le monde va ressembler à ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et il ressemble toujours à ce qu'on a à l'intérieur de nous. Si c'est un monde de guerre, à l'intérieur de nous, si on n'est pas en paix, notre regard va toujours être attiré par ce qui ne va pas, par la guerre, par les mésententes. Et on va se retrouver dans des lieux comme ça. Un peu comme quand on est sur le plan astral et qu'on crée ce que notre pensée ou notre mental va imaginer. Alors, ça ne va pas forcément durer, mais quand même, c'est pour ça qu'il faut vraiment... On ne peut pas faire l'économie de ce passage. Quand je parle de la 4e dimension, c'est le passage au niveau du chakra du cœur. Et ce chakra du cœur, c'est vraiment, à un moment donné, j'en termine avec mes vieux contentieux, j'en termine avec contre moi ou contre les autres. C'est pas seulement contre les autres, contre l'humanité. Et c'est là où, au-delà du pardon, c'est important. Parce que le pardon, c'est encore une question d'ego. C'est je pardonne parce que je crois que j'ai le pouvoir de pardonner. Mais au-delà du pardon, à un moment donné, c'est là où je fais intervenir le non-jugement. Et dans ce cas-là, je veux dire, il n'y a plus ces histoires de conflits. Mais c'est l'ego. L'ego, forcément, on l'a. Et il faut accepter que on n'est pas parfait, qu'on peut se planter régulièrement, mais qu'on a le pouvoir de changer ça. Tu effectues une distinction plus qu'intéressante et encore assez floue pour bon nombre d'entre nous par rapport à l'âme et l'esprit. Alors j'avoue moi-même entendre et constater toutes sortes de sons de cloche par rapport à ces deux notions, c'est souvent confus, oserais-je dire parfois pas cohérent du tout. Si tu pouvais apporter une définition à l'une et à l'autre, laquelle serait-elle? Alors définition, c'est un peu difficile, mais c'est marrant parce qu'en conférence ici, ça m'a été posé aussi. Donc, c'est une question qui se pose. Pour moi, alors, dans mon vocabulaire, l'âme, c'est l'entité qui va s'incarner à nouveau, qui va prendre une personnalité, qui va vivre une histoire, qui va récolter des histoires karmiques ou qui va épurer ce qu'elle a nettoyé et qui va rejoindre ensuite à la fin de toute sa série d'incarnations où elle chemine, qui va rejoindre l'esprit qui, lui, va être sans jugement, immuable, sans distinction masculin-féminin, par exemple, et qui va accueillir une âme. Mais il y a toujours un esprit, mais toujours deux âmes sur Terre, une masculine et une féminine. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui pensent toujours trouver leur âme, sœur. Je ne sais plus comment ils l'appellent, alors sœur peut-être, oui, voilà. Alors qu'en fait, ce sont des âmes compagnes. On ne peut pas se retrouver soi-même avant la fin de toutes nos incarnations. Parce que, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Je veux dire, physiquement, tu entends? Oui, physiquement. Hein. C'est marrant, ça. Il y a plein de questions. Et oui, parce que là d'un coup, tu viens d'éveiller un truc en parlant de... Ok, donc un esprit source, deux âmes qui s'incarnent sur Terre. Elle envoie au minimum deux âmes. Au minimum elle peut deux aller âmes. jusqu'à 9, pas forcément aux mêmes endroits, enfin pas du tout aux mêmes endroits d'ailleurs, pas forcément sur la même planète non plus. Ce sont des êtres qui vont faire des expériences et qui sont des parties de nous. Des êtres comme toi, comme moi, comme nous tous. Mais voilà, on va être
une partie d'un esprit. Une parcelle. Voilà, une parcelle d'un esprit. Ça, c'est dans ma, bon, pas dans ma cosmogonie, mais dans ce qu'on m'a montré. Donc l'âme est mortelle, hein, selon toi. L'âme, en comparaison à l'esprit qui va passer sur un autre plan. Par exemple, elle va quitter le corps physique, donc elle n'est pas mortelle parce qu'elle va continuer sa route. Puis elle revient. Oui, mais une fois qu'elle a collecté le taux d'information qu'elle devait collecter pour le ramener à son récipient, son réceptacle. Quand elle a fini ses incarnations sur cette terre, par exemple, bon, après elle peut aller ailleurs, mais elle va rejoindre l'esprit d'où elle est issue. Et les autres âmes aussi, enfin les autres parties d'elle, enfin en tout cas la seconde partie, il y en a au moins 2, et là elles vont se rejoindre, se retrouver, se réintégrer dans un même être. Alors après, bon, il y a d'autres plans, ça va bien compliqué là après. Tu connais cette appellation des flammes jumelles? Ça ressemble oui, un alors petit peu à justement, cette j'étais en train de me définition. demander, flamme jumelle, flamme compagne, enfin, parce que souvent, quand on est dans l'après-vie, avant de s'incarner, on peut se donner des rendez-vous et on va retrouver une âme compagne avec laquelle on a vraiment envie de faire un truc, un bout de chemin, à vivre en couple ou pas, ou une amie, enfin bon. On va avoir envie de faire... Et puis des familles aussi d'âmes qui vont se retrouver. Donc ça, c'est une chose. Mais l'autre partie de nous, que des gens pensent trouver, et puis tout d'un coup, ils se disent « Ah, mais comment ça se fait que je puisse me séparer ou que ça n'aille pas avec mon âme jumelle ?» Mais parce que c'est pas l'âme jumelle. Enfin, c'est pas... Alors, ça dépend de l'appellation qu'on donne à ça. Mais l'autre partie de nous, on ne la retrouve pas avant d'avoir fini nos histoires, nos expériences. Mais par contre, des gens de notre famille d'âme, ça peut être beaucoup plus fréquent. D'où la confusion, éventuellement. D'où la confusion. Et effectivement, celle-là, je veux dire, on vient ou réparer ou continuer quelque chose, ou parce qu'on est amis. Justement, il n'y a pas longtemps, on faisait un stage sur la naissance et la mort. On passait le vieux film là avec Robin Williams là, sur le suicide, là où sa femme se suicide. Et à la fin, on voit, ils se disent « Ah, il faut qu'on se retrouve dans une vie un peu plus facile ». Et on voit à la fin 2 enfants qui sont au bord de l'eau et puis qui tout d'un coup se sourient et puis se retrouvent, etc. C'est logique, ça. Je veux dire, on ne peut pas louper une rencontre. Il n'y a pas de hasard dans nos vies. On est des tas d'aventures, mais de toute façon, ce n'est pas une histoire de hasard. Donc, on arrête de se tracasser en se disant « Bon, ben là, j'ai loupé ou là, j'ai mal fait ». Peut-être, effectivement, qu'on a rallongé l'histoire, mais on peut pas passer à côté de notre histoire. Donc, qu'on ne se fasse pas de soucis là-dessus. Alors, par rapport à ce sentiment d'impuissance, j'ai une autre question qui a déjà été traitée récemment avec Serge Boutboul, qu'on salue chaleureusement au passage. Il serait, je pense, néanmoins toutefois judicieux de te la poser à toi aussi. Quelle est la frontière entre acharnement et persévérance? Ah, alors j'espère qu'il a bien répondu parce que ça va être compliqué. L'acharnement, je dirais qu'on s'entête sur quelque chose qui peut-être fait partie de notre histoire. On s'entête à ne pas vouloir, par exemple, à dire non à quelque chose qui, en fait, était là, était prévu dans notre... C'est là où il y a toujours... Est-ce que c'est le libre arbitre? Est-ce que c'est la destinée? Est-ce que c'est le karma? On est toujours en train de se demander, c'est ça, et je comprends tout à fait. Et l'acharnement, c'est vraiment, bon, je continue. Ça marche pas, mais je continue quand même. Alors que peut-être la vie est en train de nous proposer quelque chose qui est complètement différent, où il faut lâcher prise et se dire, OK, je vais voir ce qui va se passer si je laisse tomber ou si j'arrête. Je m'aperçois que c'est trop compliqué, je m'aperçois que je peux pas, j'y arrive pas, ça me met dans un état qui est pas agréable. À un moment donné, je lâche et je vais vers autre chose. Et c'est peut-être ça qui m'attend. Et là, c'est peut-être le karma, la destinée. Et c'est là où ça devient ambigu, parce que la persévérance, on dit bien percer, et vous verrez. Percer, ça implique un mur, mais c'est pas une barrière. C'est pas de l'acharnement quand même. Persévérer, c'est normal. À un moment donné, quand on s'aperçoit que, bon, bah ok, on a fait une tentative, une deuxième, une troisième, ça colle pas, c'est bon de se poser la question en se disant, mais peut-être c'est pas pour moi, ou peut-être qu'autre chose m'attend. Et à ce moment-là, encore mieux. Mais j'ai peur de lâcher parce que je connais une chose, ou quelqu'un, ou peu importe, enfin bon. Et je ne sais pas ce qui m'attend de l'autre côté. Mais c'est au moment où on lâche, moi je me dis, c'est au moment où on perd tout, qu'on gagne tout. Parce que je l'ai vécu, et c'est là où je me suis aperçue, c'est là où j'ai écrit les dossiers du gouvernement mondial, par exemple. Parce que j'avais ces dossiers-là,
Mais c'est le moment où j'avais plus rien à perdre. Et dans ce cas-là, on n'a pas peur. Et je trouve que quelque part, c'est bien, c'est comme on lâche le bord de la piscine, bah tant pis, là, il faut se débrouiller, quoi. C'est pas pour ça qu'on va se noyer. Puis il y a des pistes hein, dans le vocabulaire que tu utilises, acharnement, entêtement. Bon, on voit bien que ça se passe au niveau du mental. Oui, c'est ça. Et après, il y a le mental inférieur, le mental supérieur. Le mental inférieur, par exemple, c'est celui qui va douter, qui va juger. Et je trouve que c'est important de faire cette classification maintenant. Parce que souvent, on va avoir des doutes, on va avoir des peurs, on va se dire, ah, le cœur va se dire, ah, j'ai envie de faire ça. Et puis, ah ouais, mais t'es pas capable, ou tu vas pas y arriver. Ça, c'est le mental inférieur. Le mental supérieur, c'est celui qui va nous permettre de concevoir un futur, je veux dire, de faire des plans, des projets, mais c'est pas lui qui va juger ou nous faire peur. Donc c'est pour ça. Et là maintenant, il faut passer au mental supérieur. Il faut arrêter de naviguer avec le mental inférieur. Sur cette sensation aussi d'impuissance, parce que tu sais, c'est un petit peu le mal du siècle aussi. Hein, les gens qui disent oui, tout à fait, je vois la lumière, oui, tout à fait, je peux déjà, mais comment faire? On se sent tout petit, on se sent impuissant. J'aimais bien aussi ce rappel auquel tu nous invites. On peut pas forcément changer les choses, mais on peut déjà changer notre façon de l'appréhender, notre façon de le recevoir, de le percevoir, de se positionner, de le ressentir, de le vibrer, d'être en émotion. Tu veux bien nous donner encore un petit peu des chamallows et des paillettes là-dessus? Mais exactement. C'est-à-dire qu'il y a des choses, quelquefois, bon, on va pas. C'est un rapport avec le jugement, en fait. L'autre, bon, il est ce qu'il est, on peut pas changer, ou la situation, elle est comme elle est. Mais en même temps, je veux dire, si nous, on reste confiants, si on voit les choses comme elles pourraient être, ou si, par exemple, ce que je disais quand je parle des casques roses, là, ils visualisaient, c'était des méditants qui avaient l'habitude de voir que les choses étaient. Par exemple, que la guerre était finie, alors qu'elle n'était pas finie. Ils se promenaient dans les quartiers les plus chauds en se disant « la guerre est finie ». Et en fait, ça avait une action. Donc, c'est important. C'est pour ça que je dis on n'est pas impuissant, on n'est jamais impuissant. Mais il faut accepter ce sentiment de se dire « ben non, il y a des choses que je ne peux pas changer. Et je m'attelle à celles que je peux changer. » Et puis les autres, je les accepte parce qu'elles doivent faire partie de l'histoire. Il y a une désagrégation qui est en train de se faire et forcément, elle va passer par des moments qui sont pas confortables. Là, il y a des lois qui vont pas être passées. Bon, c'est pas confortable tout ça. Et on peut pas les changer parce que c'est pas à notre niveau. On va pas changer la loi. On peut faire ce qu'on veut, mais je veux dire, ces choses-là, on va pas pouvoir les faire. C'est pas là qu'on nous attend. Mais on nous attend. S'il y a un changement à l'intérieur de nous, il y aura forcément un changement à l'extérieur. À un moment donné, on sera intouchable. Je veux dire, il y a même des gens qui passent des années en prison et qui sont intouchables, qui vont garder leur sérénité à un moment donné ou qui vont la trouver là. Et c'est là où ça va se passer. On suscite aussi nos réactions et nos émotions. Action, réaction, solution. On a énormément d'attaques sous faux drapeau. Encore récemment, il y a eu une attaque à Paris. Il y en a à peu près toutes les semaines. On a des faits divers qui deviennent de plus en plus clivants. Donc on a des clivages de tous les côtés, y compris dans la spiritualité. D'ailleurs, on l'avait évoqué dans une ancienne émission. L'homme contre la femme, la droite contre la gauche, telle ethnie contre telle ethnie et telle nationalité, etc. à l'infini. Est-ce qu'il faut faire totalement abstraction, arrêter de dénoncer ces phénomènes-là ou éventuellement s'immuniser, se protéger, être hermétique? Oui. Par exemple, alors dans le dernier livre, je raconte quand même ce qui se passe dans les sous-sols. Et il y a des personnes qui m'ont dit « Ah là là, non, là c'est trop, je peux pas, je me suis arrêtée quand on parle des enfants dans l'orphelinat et puis qu'on les emmène pour différentes actions pas claires du tout. » Effectivement. Mais en même temps, il faut savoir. Donc je dis, on ne peut pas être ignorant de ce qui se passe. Mais après, on ne peut pas s'y attacher non plus. Je veux dire, on va pas ressasser ce qui se passe. Sinon, là, ça commence à devenir, je veux dire, un empoisonnement. Par contre, quand on sait ce qui se passe, ok, on sait ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau, comment on va agir, qu'est-ce qu'on va faire. Il y a des situations où on se dit, bon, ben, on se sent vulnérable, on se sent impuissant. Et là, quand j'ai écrit le livre sur le gouvernement mondial, il y a des gens qui disaient « non, c'est pas possible, ça peut pas arriver ». Je leur dis « vous verrez ». Et puis évidemment, bon, maintenant c'est arrivé, parce que les renseignements étaient clairs. Et quand j'ai voulu avertir donc la personne qui m'avait donné les documents au Canada, Serge Monast, on m'a dit « ah, il a été assassiné ».
C'est au moment où le livre se terminait, je voulais lui dire: «Mais oui, les documents, je m'en suis servi enfin» et et tout ce qui s'est c'est là où j'ai connu Guylaine aussi, Guy Lanctot et mais en même temps, il s'est passé autre chose. Je veux dire, il a eu le temps de faire la passation, le livre a eu le temps de sortir, j'ai eu le temps de rencontrer Guy. Enfin, je on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas pourquoi une chose qui paraît détestable devient quelque chose, peut-être un tremplin pour autre chose. Et ça, on ne peut pas le savoir. Et dans ce livre, je dis: «Ne vous attachez pas, vous informez-vous». Parce que quelqu'un qui dit: «Ah non, non, moi je veux voir que les bonnes choses», je veux dire, c'est un peu stupide. Parce qu'en même temps, ça veut dire quoi? Je ferme les yeux sur la misère des gens, je ferme les yeux sur les guerres, je ferme les yeux sur tout ce qui se passe dans le monde et je reste dans mon cocon. Ça marche pas ça. Oui, puis c'est un petit peu le qui ne dit rien consent, quelque part. Ben oui, qui ne dit rien consent. C'est encore pire, quoi. Je veux dire, c'est à ce moment-là, on ne fait rien, OK, mais c'est pas la solution. Est-ce que c'est pas pour se protéger aussi, parce que certaines personnes se sentent tellement impuissantes Oui, bon, qu'éventuellement c'est vrai. elles se mettent à l'écart, et puis comme ça elles évitent tout conflit intérieur, déjà en période de reconstruction personnelle. Donc bon, si on rajoute des couches sur des couches éventuellement. Mais l'exemple des casques roses me semble très pertinent, justement, face à ce sentiment d'impuissance. Je peux être en réaction face à une loi, ça va me mettre très en colère. Bon, ok, si je veux la paix à l'extérieur, il va déjà falloir que je trouve la paix à l'intérieur de moi. Je peux me sentir impuissante à mon petit nouveau, mais déjà commencer à émerger la solution de mon fort intérieur. Donc être actrice, finalement, même si ça va pas être par de l'action, par du mouvement. J'entends aussi ce que tu disais, que je trouve vraiment très intéressant sur la notion de, oui, bon alors lutter contre la révolution, mais finalement on va créer énergétiquement quand même un égrégore qui nourrit Dark Vador en face, qui nourrit la force obscure, plutôt que de s'orienter oui, puis uniquement c'est ce qu'il solution. cherche, hein, parce qu'il provoque que de la provocation. J'espère qu'on l'a déjà mis en lumière assez dans les émissions, on ne cessera de le répéter. Faites la fête, aimez-vous, faites-la célébrer, voilà, de la joie. Et on est déjà vecteur de solution en termes énergétiques, là, en train de créer de l'information qui solutionne. Pas tout solutionner, bien sûr, mais finalement, derrière l'indignation, il y a aussi une invitation à prendre une question à bras-le-corps et à se dire, ok, bon alors du coup, comment ça existe dedans moi et comment je peux le solutionner? Je trouve très intéressant ces axes que tu nous donnes pour lutter contre ce sentiment d'impuissance. Et cet exemple justement de, mais si je suis déjà en train de créer que cette guerre n'existe pas ou que cette loi n'existe pas, sans être dans le déni, c'est totalement différent, parce que j'imagine les casques roses, c'était pas en train de dire non, non, ça n'existe pas, pas du tout. Mais ils étaient vraiment en train de créer l'information, c'est terminé. C'est pas que ça n'a jamais existé. C'est terminé, voilà. On avance. On se met dans la situation que les choses sont déjà jouées. Et dans ce cas-là, on est dans un espace-temps différent. Et cet espace-temps compte. Il commence à créer justement. Par exemple, nous, quand il y a certains séminaires, on dit aux personnes, ce que vous voulez vraiment qu'il arrive, on va d'abord le créer sur un plan éthérique, avant que ça n'arrive dans le physique. Et après, ça arrive dans le physique. Je crois que c'est Abraham Hicks qui parlait du vortex de création, de partir de temps en temps dans notre atelier, et que c'était important d'imaginer, que c'était important de rêver, et justement de consacrer du temps, de l'énergie aussi, à cette dimension de rêve et d'image, d'imaginaire, pour que ça puisse descendre ensuite dans la matière, et qu'on est finalement tous des super créateurs dans nos petits laboratoires. C'est ça. Là, vous parlez aux personnes confirmées, un petit peu invétérées. J'ai envie de faire mon réfractaire encore. Donc, je te dirais éventuellement aussi que nos humeurs actuellement, surtout en ce moment, Anne, elles sont pour le moins versatiles. On passe du noir au blanc sans trop s'attarder sur les nuances de gris, des rires aux larmes, de la foi à la peur, des blocages au changement, de l'amour à la haine. Comment expliques-tu cela? Est-ce que tu l'as constaté aussi dans ton entourage? Oui, forcément, parce que ça fait partie de la mutation terrestre, de notre mutation intérieure, ça fait partie des tempêtes solaires qui sont en train de se passer. Justement, je m'étais dit, tiens, je vais inviter un ami qui est physicien et qui traite ce sujet pour qu'il en parle quelques minutes ça serait intéressant, sur ce que ça peut créer sur nous, quoi, en fait. Et parce que il y a des variations qui sont dues à ça. Donc, tout ce dont on a parlé, c'est ça aussi, hein. Et puis tout ce qui se passe dans le monde, c'est vrai que bon, moi j'écoute pas ce qui se passe à la télé, mais même il faut penser que même dans les médias alternatifs, il y a quand même aussi quelquefois des informations qui vont ne pas forcément être réelles. Il y a des fake news. Et donc à un moment donné, il faut vraiment se faire confiance, quoi, et puis se dire, ok, est-ce que ça me parle? Et puis si on se trompe, on se trompe. Je veux dire, c'est tout, il faut accepter de se tromper. Et à ce moment-là, ça va aller, quoi. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que chacun se dise, je peux être une petite graine lumineuse
un petit point de lumière, et puis je me balade dans la rue, et je suis un petit point de lumière, et ça n'a pas d'importance, ce qui se passe, et puis je ne cherche pas si c'est des blancs, des noirs, des bons ou des méchants, on s'en fiche. On propage la bonne énergie autour de soi, déjà, et on récoltera par loi de résonance. Et puis après, il arrive ce qu'il arrive, mais je veux dire, on n'est pas responsable de tout, on n'est pas coupable de tout comme on veut nous le faire croire. Et cette culpabilité qu'on essaie de nous mettre sur le dos, c'est complètement fou, quoi. C'est-à-dire, c'est comme si on était coupable de tous les maux du monde, et non. J'aimerais m'attarder un petit peu sur un concept mythique que tu as déjà énoncé en début d'émission, et également il y a très longtemps de cela dans un de tes ouvrages, cette représentation d'une sorte de royaume spirituel caché sur Terre que l'on appellerait le Shambhala. Alors, Shambhala, c'est vraiment particulier, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand la Terre a été peuplée, elle a été peuplée par des êtres de différentes planètes, dont beaucoup. C'est un peu comme certains pays. Je dirais pas c'est des prisonniers qui vont peupler des terres, mais il y a eu aussi des êtres qui ont fait exploser leur planète par trop de technologie, ce qu'on est en train de faire maintenant, quoi. Et trop de dureté de cœur, trop de fermeture de cœur, et leur planète n'avait plus de possibilité de les nourrir. Et donc, ils sont venus sur Terre, parce que la Terre, elle a plein de possibilités. C'est une planète qui est quand même extraordinaire, même si on se dit oh, « qu'est-ce que je fais sur Terre ?» Elle est magnifique, oui. Elle est quand même magnifique. Et à ce moment-là, il y a des êtres de la planète Vénus qui, en fait, ont pris la Terre sous leur protection, c'est un peu comme les grands frères, grandes sœurs, en disant, bon, nous, on est passé par certains passages, on va aider les habitants de la Terre et la planète, les habitants de la planète dans leur évolution pour les aider, quoi. Et ils ont fondé, il y a donc 18 millions d'années, c'est quand même pas mal, l'ambassade de Shambhala, mais qui est à 3 niveaux. Donc, c'est-à-dire, il y a le niveau physique, mais pas vraiment physique, parce qu'il faut avoir des autorisations pour y rentrer. Je pense qu'il y a Nicolas Rerich qui aussi avait pu y rentrer. Où ça ? Au Tibet ? Peinture. Non, ce domaine plus physique, c'était on y est allé en Mongolie, dans le désert de Cham. Et dans le désert de Cham, très curieusement, il y a un monastère qui s'appelle le monastère de Shambhala. Alors on est allé, on leur a demandé. Et ils nous ont dit, ah mais vous savez que nous, notre maître est mort il n'y a pas longtemps, notre lama directeur du monastère. Mais il avait souvent ses entrées, ou en fait il a disparu, il avait souvent ses entrées dans un endroit qu'il appelait Shambhala. Et il revenait, c'est pour ça que le monastère s'appelle Shambhala, il revenait avec des directives, avec des enseignements, en nous demandant de bien les suivre si on voulait pouvoir nous aussi accéder à cet endroit-là. Et puis, quand on continue un peu, à un moment donné, en plein désert, il y a une espèce de porte. Et quand je suis passée dans cette porte, je me suis dit, ah mais oui, c'est une porte interdimensionnelle, mais il faut qu'elle soit ouverte pour qu'on puisse accéder. Bon, là on était avec un groupe, c'était un peu différent, mais c'est quand même un endroit qui existe. Je veux dire. Et ensuite, vous avez le Shambhala, donc dans l'Himalaya, qui s'est déplacé aussi vers le Pérou, et le Shambhala intraterrestre qu'on appelle, qui est surtout en rapport avec les alchimistes. L'Agartha ? Oui. Et avec l'Agartha. Donc ça, c'est les trois étages. Et donc, et avec la terre creuse, donc, et avec tous les niveaux de la terre creuse, donc où il y a une population, dont des êtres qui ont vécu des fins de civilisation aussi. Enfin, donc voilà, il faudrait détailler beaucoup plus, mais c'est pour donner un aperçu. Et ces êtres-là continuent à envoyer à mettre physiquement, quelquefois, à venir physiquement dans nos domaines physiques. À la surface, hein. Incognito. Et aussi à répandre de la lumière continuellement, parce qu'il y a une pierre sur une tour qui s'appelle le Gor-Al, ça fait penser au Graal, et qui est une pierre verte qui vient de Vénus, et dont certains morceaux ont été mis à différents endroits de la Terre. C'est pour ça que je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de s'inquiéter tout le temps, parce qu'il y a des êtres aussi qui sont là, c'est pas eux qui feront le travail, mais ils vont nous aider, et ça, il n'y a pas de problème. Si nous, on avance, ils seront là. Mais on attend la divulgation. Moi, j'ai entendu plein de bruits de couloir là-dessus. Il y aurait des entrées physiques aussi au niveau de cette terre creuse. On parle du pôle sud, interdit de vol, hein, au passage. Oui. Alors, il y a des entrées physiques, c'est vrai, mais on ne peut pas aller bien loin si on n'est pas autorisé à y rentrer. Oui, c'est ce qu'on dit aussi. On va rentrer par exemple, dans un coin vert au milieu des neiges. Mais après,
voilà. Pour voir le reste, il faut quand même avoir des invitations. Ça corrobore le témoignage de l'amiral Byrd aussi, donc c'est un sujet, tout ce qu'il y a de plus passionnant. C'est vrai. Et toi, tu en parles depuis 20 ans, hein, enfin plus de 20 ans. Hein. Ben oui, parce que j'ai eu accès à ces endroits-là et je trouve que c'est tellement fort, quoi. C'est tellement beau en même temps. Et puis je me dis, bon, ça fait partie de la planète Terre, donc il faut que les gens le sachent, qu'on arrête de penser en 3D, quoi. J'avais très envie de t'entendre un petit peu là. C'est bientôt Noël. Si tu peux nous mettre des petits cadeaux. Ça se passe comment l'amour ailleurs? Ça dépend. Si tu veux, par exemple, une personne me disait j'ai lu ton livre sur Vénus Alliance. Et elle me dit, moi, je fais des stages sur le tantrisme, mais le vrai. Et elle me dit, c'est comme ça. Par exemple, à distance, on a des orgasmes qui sont encore plus forts. Mais c'est pas, enfin, je veux dire, les corps sont pas forcément collés, quoi. Donc, il y a des amours de ce type aussi. Mais il y a des planètes où, par exemple, dernièrement, là, j'étais sur une planète que je ne connaissais pas et où c'était des scientifiques. Et c'est ce que j'appelle les êtres au long cou, parce qu'ils avaient des coups qui pouvaient tourner comme ça, et avec des têtes un peu de biches. Et ils étaient très longs, avec des pieds assez plats et puis de grandes mains. Et je me disais, mais ils ne se regardent pas, quoi. Et donc, ils marchaient les uns par deux ou trois, pas plus. Ils ne se regardaient pas, ils étaient côte à côte et on se disait, mais est-ce qu'ils communiquent? Et il y en a un qui est venu nous parler et qui a dit, mais moi, cette planète-là, on communique d'une façon différente. On n'a pas besoin de se regarder, on n'a pas besoin de se toucher. On peut créer ou procréer seul et notre amour ne se manifeste pas de cette façon-là. On ne se touche pas. Donc je me suis dit, tiens, c'est curieux. Et ils ont dit, et nos envoyés ont beaucoup de mal sur Terre, parce qu'il dit toutes les planètes qui veulent aider la Terre ont des envoyés sur Terre. Et les nôtres, quelquefois, on les appelle quelquefois autistes, Asperger, et ils viennent et c'est pareil. Pour exprimer notre amour, on n'a pas besoin de ça, quoi. Et donc, c'était comme ça. Oui, je te remercie. Je pensais pas tant à l'acte d'amour, mais justement l'expression de l'amour sur les autres plans. C'est pour ça. Alors, il y en a qui n'en parlent, enfin, qui sont côte à côte et il émane des ondes. C'est comme des auras qui se rencontrent, qui se mélangent, qui font comme un ballet et c'est super, hein, parce que du coup, il y a une harmonie, quoi. Mais ces planètes-là que je connais qui sont positives, c'est pas les planètes des Dracos, etc. Hein, alors, les autres, je ne sais pas comment ils font d'ailleurs. Je ne les ai pas vus dans ce contexte-là. De ce que j'ai entendu, c'est plus un esprit de ruche et dessin. Il y a le côté mécanique qui prime certainement, assez animal d'un côté. Mais bon, après, c'est peut-être oui, puis que se nourrissent beaucoup des substances humaines et animales. Donc du coup, je ne sais pas comment ils font, quoi. Mais... Moi, je parlais de l'amour avec le grand A, tu vois, comment ça se témoigne, comment ça se partage. Alors, il y en a, nous, ici sur Terre, chez les humains, ça peut être de l'attention, ça peut être du respect, de la bienveillance, de la tendresse. Tu vois, ça se manifeste beaucoup par de l'interaction relationnelle. Alors, par exemple, sur Vénus, c'est ça. Tu vois, il y a une interaction relationnelle tout le temps, mais avec tout le monde. Et je veux dire, et après, il y a des affinités avec certaines personnes, plus qu'avec d'autres, évidemment. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas ce qu'on a sur Terre, quoi. Je veux dire, des conflits, des problématiques de ce type. D'un point de vue humain, très terrestre, c'est clair qu'on a un clivage homme-femme qui est très exacerbé en ce moment. Énormément de questionnements sur cette thématique, énormément. On est revenu à plusieurs reprises là-dessus. Qu'est-ce que tu penses, toi, du mouvement de libération de la femme actuelle, des mouvements LGBT, woke, etc. Alors, pour moi, je pense que ça a été créé pour perturber la sexualité des plus jeunes. Parce que bon, les plus anciens, je veux dire, normalement, on sait à peu près où on en est quand même. Mais ça perturbe. Et je trouve que c'est comme une mainmise, parce qu'à un moment donné, et c'est pour légaliser la pédophilie aussi beaucoup. Parce que j'ai vu quand même comment ça se passait, on m'a montré comment c'était, et on m'a mis sur des pistes qui me montraient que toutes les lois qui pouvaient être créées là-dessus, alors il y a des gens qui vont prendre le train en route en disant « mais non, ça libère, ça permet de voir qu'il y a autre chose ». Effectivement, c'est ce qu'en façade, pas de cette façon-là. Mais oui, c'est de la façade. Et en fait,
Ça va légaliser la pédophilie, qui est chez tous nos gouvernants pratiquement, qui est chez tous les trois quarts des religieux. Alors, je veux dire, il faut pas. Enfin, ceux qui dirigent le monde sont entre la drogue et la pédophilie. Je veux dire, pour eux, ce sont leurs façons d'agir et ils ont envie de la légaliser pour que tout le monde soit dans ce niveau-là et qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent surtout, sans être embêtés de chaque côté. Donc c'est pour ça que pour moi, ça n'a pas vraiment... C'est grave, quoi. Je veux dire, on ne parle pas aussi de conflit identitaire ici, puisqu'on dit souvent de se rappeler qui l'on est, pour savoir où on va, de se rappeler aussi qu'on n'est pas qu'un être incarné, qu'un habitacle. On est aussi une âme, un esprit. Je suis esprit. Mais au-delà de ça, si on ne sait même pas à la base si on est un homme ou une femme, ou un pot de fleurs. Mais c'est ça. Ah non, mais c'est ça, c'est complètement perturbant. Il y a des gens qui m'écrivent en me disant « Ah, mais ma petite fille au Québec, elle est dans une école où les jeunes peuvent arriver en chat, déguisés en chat, et puis ils se lèchent la patte, et puis ils ont des litières, enfin des trucs. » Je dis « Attends. » Je lui dis « Elle me dit, qu'est-ce que je peux faire ?» Je dis « Vous pouvez changer d'école déjà. » Parce que... Ah ouais, c'est tellement aberrant quand tu te dis... Ça fait très fin des temps, tu on a trouves pas l'impression... oui, bien sûr, c'est la fin d'un temps, c'est sûr. Mais en même temps, on a l'impression, c'est vrai, d'une fin de civilisation, mais on a l'impression d'avoir lâché dans la rue tous les hôpitaux psychiatriques. Alors du coup, on se dit, bon, ok, qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi? Et le problème, c'est qu'ils sont au pouvoir, en fait. Ils sont au pouvoir, oui, non, mais ça... Mais ils sont peut-être pas au pouvoir pour longtemps, ce que j'espère. Parce que je crois qu'il y a des êtres qui agissent quand même dans les coulisses. Alors longtemps, bon, quand ils me disent « Ah, c'est pas pour longtemps », dans les plans supérieurs, je ne sais jamais combien de temps ça va prendre, hein, c'est ça. Je sais pas si ça va prendre 1 an, 2 ans ou 5 ans, quoi. Bon. Alors c'est justement la question que je voulais te poser. Tu fais souvent des sorties de corps, tu vas visiter tes propres annales akashiques. J'ai entendu dire à l'époque, je sais pas si ça a changé, que tu gardais la mémoire de ces voyages pendant 4 jours et que c'était effacé par la suite. Si tu veux, quand je fais un voyage, une sortie hors du corps, pour écrire un livre, parce que j'essaie de pas en faire en dehors, parce que sinon, pour vivre l'expérience, sinon ça me déconnecterait. C'est du refus d'incarnation un peu. Hein. Ouais. Ah ouais, non, ça serait trop compliqué. Et donc, quand j'écris, j'ai besoin de plusieurs mois pendant lesquels je vais faire des expériences. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que effectivement, je suis... donc, tu me demandais si j'étais... Tu parlais de 4 jours d'incubation. Oui, voilà. Alors, j'ai une mémoire. Alors, je reviens du voyage astral où j'ai vécu, en fait, une expérience qui pourrait durer plusieurs jours par rapport à la nuit pendant laquelle je l'ai fait, parce que c'est plus confortable pour moi, il y a moins de monde, enfin, c'est plus facile. Et les quelques heures que j'ai vécues en voyage astral peuvent être comparées à plusieurs jours d'expérience. Ces expériences-là, quand je les écris, il faut que je les écrive dans les jours qui viennent. Sinon, je vais avoir une mémoire tout à fait normale. Si j'écris dans les jours qui viennent, j'ai une mémoire totale. C'est-à-dire que ça va se dérouler comme un film, avec à la fois, je revois, j'entends, donc je décris, j'entends, je marque parce que, ce qui m'est dit, parce que ma mémoire est totale. Et après, elle redevient normale. Et quelquefois, je relis certains de mes livres en me disant « Wow, c'est super ça !» Ou bien « Oh, tel truc, tiens, j'y avais pas pensé. » Parce qu'après, j'ai une mémoire normale. Donc, c'est comme un souvenir. À quand date ton dernier voyage? Oh, ben là, c'était dans le dernier livre. Je l'ai fini il y a quelques mois, là, maintenant. Et là, j'en commence un autre, donc je vais voir, quoi. Et si tu avais un message à nous véhiculer que tu as pu récolter dans ce dernier voyage? Que je peux récolter, c'est surtout... Sachez qu'on n'est pas tout seul, enfermé sur notre planète dans une espèce de matrice, et qu'avec le son déjà, cette nuit, il va y avoir encore des sons qui vont être émis pour la planète Terre et par l'Italie. Et je trouve que c'est très chouette, quoi, si chaque pays peut faire ça, ou si chacun peut faire ça, parce que ça aide à créer des espèces d'ouverture dans la matrice qu'on essaie de nous mettre, pour qu'on soit complètement sous cloche. Mais on n'est jamais seul. Il y a déjà des êtres incarnés qui ont beaucoup de pouvoir, qui ont beaucoup de puissance et qui sont là pour nous aider. Mais c'est tout. Mais en nous, on a ce pouvoir-là aussi. Alors, réveillons-nous. Et puis, je ne vais pas faire comme les témoins de Jéhovah, réveillez-vous. Mais bon, réveillons-nous quand même. ça me paraît bien.
parce que on n'a peut-être pas beaucoup de temps avant qu'il y ait d'autres décrets, d'autres lois, etc. Il faut vraiment que de l'autre côté, ils aient cette sensation qu'ils ont déjà perdu l'histoire. On n'est pas seul, c'est une très belle phrase qu'on pourra mettre en exergue, puisqu'en plus, ça sera la période des fêtes et certaines personnes se retrouvent seules aussi pendant ces périodes. Mais on n'est jamais seul, en fait. Mais ils sont pas seuls. Non. Non. Et puis, avec nos pensées, on va être avec eux, de toute façon. Avec toutes ces personnes-là. Et puis, elles vont être des petits points de lumière rattachés à d'autres plein de petits points de lumière. Et ça va être génial. Tamara, ça fait souvent la différence quand on se rend compte réellement qu'on n'est pas seul. Ça fait souvent la différence. Ça donne de la foi, ça donne de l'amour, ça donne la lumière, ça donne une vision même un petit peu plus étendue. Ça nous permet de sortir de cette petite représentation Calimero de nous-mêmes. Et puis ça crée de la chaleur surtout. Ça nous donne vraiment ce baume au cœur. Et vraiment, je veux rebondir sur tout le travail que tu peux œuvrer. Je trouve que précisément tu aides justement les personnes qui ont ce sentiment d'être esseulées, d'être isolées, et qui peuvent perdre parfois un petit peu la foi, l'espoir de mais à quoi bon, mais je suis tout seul à lutter contre mon truc. Dans ma famille, personne me comprend. Autour de moi, personne me comprend. Et le travail que tu fais, je trouve, va tellement dans ce sens de propager, de diffuser, de transmettre, de prendre le haut-parleur pour dire waouh, il se passe ça ici, c'est génial, waouh, il se passe ça là, c'est super, vous êtes super, on n'est pas seul. Ça fait tellement du bien. Donc en ces périodes justement où certaines personnes peuvent encore un petit peu plus se sentir vulnérables, allez sur le site de Anne, allez vous ressourcer justement de plein de belles pistes d'espoir, d'action concrète. C'est pas uniquement que du conceptuel, on a aussi du concret, des témoignages, des avancées, comme quoi ça va dans le bon sens. On lâche ce qu'on a lâché et on lâche pas au niveau de la foi et au niveau de l'espoir. Et je trouve ça tellement important parce que c'est peut-être ça qui peut le plus être en fragilité chez les gens, ce sentiment, cette illusion d'être seul ou d'être impuissant. Et je trouve que tu y réponds merveilleusement bien avec toutes ces actions et tous ces témoignages. Non, mais c'est gentil, c'est super. Remarque, vous faites le travail aussi, hein. À notre petite échelle. Forcément, donc on est tous là, on est tous dans la même histoire là. Un grand merci Anne. Est-ce que tu as une actualité éventuellement en ce moment à nous partager, à tous les internautes qui nous suivent en cette fin d'année, début 2024? Je sais que tu fais des stages aussi. Je sais que tu fais des conférences, des stages. Il y a un symposium en mars, c'est vrai. Symposium en mars. Oui. Alors où ça va être un symposium où il va y avoir plusieurs personnes, plusieurs contactés, ou des personnes qui vont parler des autres planètes. Enfin, ça va être vraiment le grand symposium extraterrestre dans une salle de 3000 places à Limoges. Et donc, j'espère que je vais retrouver plein de Robin des Bois et plein de petites lumières parce que ça va être super. Et un bouquin peut-être qui sort, non? Ou c'est moi qui l'attends trop, celui-ci? Non, c'est vrai, il y en a un sur les questions-réponses. Parce que il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé depuis longtemps plein de questions. Et je me suis dit, on va les mettre à disposition de tout le monde parce que ça concerne. Quelquefois, on se pose des questions, on n'a pas la réponse. Et ce qui prouve que quelquefois, les livres posent des questions et qu'il n'y a pas toujours la réponse derrière. Et du coup, j'ai dit, allez, je vais vers ça. Les clés de la métamorphose, si je me trompe. Voilà. On mettra ça en description. Merci beaucoup à vous, mesdames, pour votre présence. Merci beaucoup. On a réussi. Et on a réussi, puisqu'on n'a pas réussi énormément d'enregistrements ces derniers temps. Ça y est, ça s'est débloqué, Tamara. Ça y est, on avait dit qu'aujourd'hui c'était OK. Avec Anne, il y a tout qui allait se débloquer, tu vois. Voilà. Allez, à très bientôt. On vous remercie aussi également, toutes et tous, pour votre présence, pour vos abonnements, pour vos soutiens. Comme on le disait initialement, c'est exponentiel. On est dans la gratitude à 1000%, même si la tête dans le guidon, on vous l'avoue. On a le serveur Discord qui arrive. Alors, la mission pour vous, ça va être de venir rejoindre ce serveur Discord massivement. Ça nous encouragera à vous donner la parole et à vous impliquer davantage dans l'aventure. On vous dit à la semaine prochaine. Ciao, bye.